Bienvenue les amis, bienvenue dans House of Sport et pas House of Sport comme nous l'a dit. Mais je sais, petit Mathieu qu'on embrasse. Kiki, qu'est-ce qu'il nous a fait là-haut? Une clé de balle ou quoi ça? Non mais attends, il a voulu qu'on se fasse virer. On se souvient très bien de toi, Mathieu Baron. Et dans un chat comme ça, l'anonyme, je déteste ça. Alors, on embrasse bien évidemment notre ami Kiki. Les amis, House of Sport est de retour pour une nouvelle semaine sur le stream. Bien sûr, on va parler de sport pendant près d'1h44 ensemble. Et pendant cette heure 44, on va essayer aussi également de glisser un quiz et un qui suis-je, on l'espère, de qualité. C'est la promesse. De mecs connus surtout. Et de mecs connus, c'est ça, exactement. Les garçons sont autour de moi. Les garçons, je déteste cette appellation CSPS. Salut les garçons, ça va? Je le fais moi aussi un petit peu, mais c'est un peu curieux. C'est vrai que c'est curieux quand je préfère les loulous, moi. Enfin, c'est pas l'autre. Ouais, les loulous, j'adore. Je suis très dans le loulou, ouais. Toute l'équipe First Team est là, vous les avez peut-être déjà reconnus, mais on va quand même les présenter. Mon premier était à Bayonne ce week-end pour le tournoi destination féminin, mais il n'est pas, je tiens à le préciser, l'homme au comportement suspect appréhendé dans la discothèque de Bayonne lors de la troisième mi-temps des filles, monsieur Thomas Duf. Ouais, j'étais effectivement à Bayonne pour voir les filles, mais je n'ai rien à voir avec ce drôle d'oiseau là. Effectivement, j'ai des témoins qui peuvent dire. Je préfère faire un démenti parce que je connais les théories du complot, etc. Mon second, lui, n'était pas à Bayonne ce week-end, mais il était bien en discothèque, pardon, c'est bien Erwan à retraite. Salut Erwan, ça va? La discothèque. La discothèque, ça fait ringard aussi, c'est comme les garçons. Bah, le disque jockey n'était pas ouf. Écoute, ça va, j'ai passé un drôle de week-end. Entre, tu as raison, cette sortie de trop, encore une fois. Non. Et ce dimanche soir, cette belle gueule de bois du dimanche soir avec mes amis marseillais qui n'ont clairement pas été à la hauteur, mais on va en reparler. Exactement, on en parlera, ce sera d'ailleurs le dossier de la semaine, tout à fait. Lui est mon troisième et c'est surtout le nouvel homme fort du national. Et c'est peut-être pour ça que ce week-end, il a fait 2 grandes destinations, le Stade Bauer et Villefranche. Monsieur Tom Ciaravino. Ouais, ravi de faire partie de cette grande aventure qu'est le national. Et un petit mot sur l'OL, je me suis trouvé plutôt humble dans la victoire. C'est vrai. Tu vois, normalement, j'en parle pas trop. Je me suis quand même pris une... Après, tu flambes souvent avec Thomas et Paul qui sont des gens intelligents. Tu sais que moi, je ne le suis pas. Comment je te brise les reins? Tu es dans la violence. Voilà, exactement. Une bonne dissuasion, pardon. Et puis... Ça marche en tout cas. Et puis mon dernier, bien sûr, mon dernier en bon staccanoviste de First Team a travaillé. Il était au bureau un 1er mai, c'est monsieur Paul. Oui, avec Erwan, on s'est régalé. On a retrouvé le retour de Yann, ton prédécesseur. Oui, c'est vrai. Qu'on était très content de voir. On s'est régalé. Vous avez passé un bon moment avec Yannou? Toujours avec Yannou. Super content de voir Erwan le dimanche. C'est un plaisir. Avec Yannou en plus, là, c'était la cerise sur le gâteau. Ça, c'est les dimanches qu'on aime. C'est des bons 1er mai, en tout cas, passés au boulot. Le sommaire, les amis. C'est vraiment des manifs, oui, ça c'est sûr. de cette émission, avec un focus tout à fait particulier sur ces équipes françaises qui nous font rêver en Coupe d'Europe. On va parler de Monaco en Europa League et on va parler aussi, bien sûr, de l'Olympique de Marseille. En Euroleague. Non, mais attends, excuse-moi, j'ai très mal lu. Monaco en Euroleague, pardon, et l'Olympique de Marseille en Conference League. Tom va rendre hommage, bien sûr, à Mino Raiola, une histoire extraordinaire d'un pizzaiolo devenu l'un des plus grands agents, l'un des plus influents, en tout cas, du monde du football, disparu, on le rappelle, samedi dernier. Puis, avant ça, on va parler de l'actualité du sport, celle qui vous a marqué, les gars, ce week-end. On attaque tout de suite avec les news. Et dans le sport, les news, il y a une petite tradition. Les news commencent toujours par le football. Et quand on parle football, on se retourne vers Tom Ciaravino, puisque le Real Madrid est champion d'Espagne pour la 35e fois de son histoire. Incroyable. Ouais, 35e titre, gagné bien en avance, 3 journées de la fin. Ils ont gagné 4-0 contre l'Espagnol ce samedi. Et du coup, ils sont allés gagner ce titre. C'est quand même plutôt surprenant quand on regarde la saison passée. On les voyait quand même vieillissants. On se dit, cet été, ils recrutent seulement David Alaba. On se dit, ça va être compliqué quand même cette année. Tu les retrouves encore en demi-finale de Ligue des Champions. Tu les retrouves champions d'Espagne. Et je pense que c'est la victoire d'un homme, et on le voit sur la photo, c'est Karim Benzema. Je pense qu'aujourd'hui, ce 35e titre lui revient. Tout simplement, je pense qu'il n'a jamais été aussi fort. Il va finir meilleur buteur du championnat d'Espagne. Et je pense qu'aussi, là où il est très fort, c'est qu'il transcende les gens autour de lui. Et moi, ça, pour moi, c'est les très, très grands sportifs dans tous les sports. Les gars qui arrivent à rendre plus fort autour de toi. C'est très rare. Et Karim Benzema fait partie de cette classe-là. Donc assez impressionnant. Et le Real, cette année, peu importe la compétition, montre une solidité et un état d'esprit. Évidemment, on connaît le truc de la culture de la gagne. Mais c'est assez impressionnant chez la Maison Blanche. Il est presque surréaliste ce Real, les gars, parce qu'on parle du titre en Liga, mais on va forcément faire un petit peu écho à ce qui s'est passé aussi également en Ligue des Champions la semaine dernière.
on a du mal à trouver des explications, si ce n'est l'état d'esprit. Enfin, on tombe vite dans la démagogie quand on parle du Real cette saison. Quoi. Un grand coach quand même. Oui, ça il faut en parler. T'as raison. C'est quand même important de souligner que Carlo Ancelotti est le premier entraîneur de l'histoire à gagner un titre dans les 5 grands championnats. Alors peut-être que certains ne seront pas d'accord sur les 5 grands championnats, mais en tout cas, les 5 championnats. Les 5 championnats. Mais il a gagné, faut pas lui enlever. Non, c'est vrai que vous avez raison de parler de la différence, le paradoxe entre ce qu'on voit, les temps faits de cette équipe et puis le fait qu'ils sont en course pour tout gagner, tout simplement. En tout cas, Ligue des Champions et donc la Liga qui s'est déjà fait. Ouais, tu parles de Benzema, t'as raison, mais moi j'ai envie de souligner, Carlo Ancelotti, c'est clairement peut-être le plus grand coach de tous les temps, tu vois. Clairement. En tout cas pour l'histoire des clubs, le fait de gagner partout. Nous, combien de fois on le dit ça pour les joueurs en NBA et ainsi de suite, de dire il y a resté toute une vie dans un club. On peut l'entendre, on le connaît, les Maldini, les trucs, mais il y a aussi d'aller gagner partout où tu passes. Et Carlo est un manager à part. Et en ça, il a aussi ressuscité pas mal de mecs qui compensaient à la cave. Le milieu de terrain en est le meilleur exemple. Ouais, exactement. Et ce qui est assez étonnant, c'est que beaucoup le pensaient fini quand il est arrivé au Real l'été dernier. Il a été très critiqué pour le fond de jeu. On sait que c'est quelque chose de très important au Real Madrid. Et finalement, il remporte ce titre. Et on le rappelle, le Real est toujours en lice, toujours avec cette demi-finale de Ligue des Champions retour qui sera jouée cette semaine contre Manchester City. Petite anecdote, les gars, vous savez que la tradition en Espagne, c'est que la haie d'honneur est offerte aux vainqueurs de la Liga sur le match suivant. Le prochain match pour le Real Madrid, c'est contre l'Atlético. Et pour le moment, il se dirait qu'il refuserait cette non, mais c'est sûr, c'est fait. Ça a été annoncé. D'accord. Ils ont dit que le président a dit on le fera pas, on respecte le Real et Madrid, mais pour respecter nos supporters, on préfère ne pas la faire. Je peux comprendre, les cailloux sur la tête, ça fait mal. Erwan, je vais entendre vers toi, puisqu'on va parler d'athlétisme. Il y a un garçon qu'on a découvert peut-être ce week-end, il s'appelle Erriyon Knighton, c'est un gamin de 18 ans qui a fait parler la poudre sur 200 mètres. Ouais, fallait se lever de bonne heure pour le suivre, notre ami. 19,49 sur 200 mètres, c'est assez incroyable. C'est la 4e meilleure performance de tous les temps sur 200 mètres, donc déjà ça place le gonze, mais surtout c'est un mec qui a 18 ans. Donc c'est évidemment le nouveau record du monde junior, ça va de soi, mais surtout ça laisse rêveur, ça laisse présager de plein de choses pour la suite. Ça s'est passé en Louisiane, donc dans la fac où on préfère plutôt faire du sport qu'étudier, qui est la fac de LSU, et il passait Ben Simmons et Shaquille O'Neal pour ceux qui suivent la NBA, Odell Beckham Jr. et tout, donc voilà, que des intellectuels. Qui méritent clairement d'être cités. Donc voilà, on sait qu'on a souvent ce fantasme de dire qui pourra faire mieux qu'Usain Bolt. Et depuis que Usain Bolt a arrêté, il n'y a pas grand monde qui sort du lot. Il y a des potentiels, il y a des gens pour prendre le flambeau. Mais pour marcher sur l'athlétisme comme l'a fait pendant plus de 10 ans Usain Bolt, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Là, quand on voit Erriyon Knighton avec 19 ans qui fait déjà la 4e meilleure performance sur 200 mètres de tous les temps, et on sait que la concurrence est énorme, écoute, il est peut-être là, le futur Usain Bolt. Alors, on n'est pas des spécialistes athlètes, on ne va pas non plus s'enflammer, mais là, il n'y a pas besoin d'être Renaud Longuèvre pour se dire que... Et on embrasse Renaud, mais on n'a pas besoin d'être Renaud Longuèvre pour dire que là, ce mec-là a dans les jambes quelque chose peut-être d'unique. Oui, c'est vrai, c'est assez extraordinaire. C'est vrai que sur l'athlète, il y a quand même une question qui se pose quand tu fais comme ça l'historique un petit peu de tous les records. Tu te dis... Bon, la préparation a changé depuis quelques décennies, les corps aussi, Usain Bolt. Les chaussures, là on parle beaucoup des chaussures qui permettraient de gagner 1 à 2 dixièmes, et du coup la grande curiosité, la grande question pour les spécialistes, c'est de savoir ce qu'aurait donné Usain Bolt avec ses chaussures. C'est les chaussures que Knighton a avec... Les copains mondiaux en carbone. J'avais fait le méthode qui avait couru en méduse. J'aime 3000 mètres aussi le faire. Mais j'aime l'idée de courir en copain mondial avec la languette. Les lacets là. Mais du coup, c'est une vraie bonne question. Mais bon, là, pour le coup, ses adversaires ont la même chose aussi. Et le gars, à 17 ans, était déjà 4e des Jeux Olympiques. Donc pour le coup, on peut porter ce sujet-là pour la question de la performance du temps réalisé. Mais pour le coup, il est en avance à des années-lumière par rapport à tout le monde. Voilà. Après, autant ce truc de l'équipement, il marchait. Pour moi, je l'entendais vraiment à l'époque de la natation. Tu te souviens quand les combis,
polyuréthane. Si, au marathon, ils ont tapé des records de J'arrive, mais aujourd'hui, dire que par exemple, Usain Bolt a couru avec des pompes, Usain Bolt a couru avec des pompes par exemple, ben oui, mais Jesse Owens, il a couru aussi en sabot, et au bout d'un moment, dans l'évolution du temps, forcément, la technique, la technologie va faire en sorte que les mecs seront mieux équipés et que vont gagner des centièmes aussi. Mais ça fait partie de l'évolution. Complètement, on va pas s'en plaindre. Oui, bien sûr. C'était pas du tout un reproche, c'était juste une curiosité. Non, justement, mais à l'époque de la natation, je trouvais que quand on en parlait, ça avait vraiment du sens. Le déséquilibre était complètement fou. Exactement. Là, c'est juste l'évolution technique et technologique naturelle. Non, la limite, quand l'évolution technologique est un peu bizarre et étrange, c'est plus quand on met des moteurs dans les vélos, Polo, non? Oui, bien sûr, mais pour l'instant, on n'a pas. Il n'y a pas de preuve. On n'a pas trop le droit. Il y a 2 dernières stats que je voulais vous citer, c'est que c'était sa première course de la saison. C'est énorme. Donc on peut imaginer le potentiel rien que sur sa première il n'est pas son pic de forme, le mec, encore. Ouais. Et la deuxième autre info qui est ouf, c'est que ça fait que 1 an et demi qu'il fait de l'athlé. D'accord. Donc c'est vraiment, voilà. Donc on est peut-être en présence d'un prodige. Surdoué, quand même. Donc on a dit 19,49, c'est le temps de sa course. Le record du monde détenu par Usain Bolt, c'est 10,19. D'accord. 19-19. J'ai dit quoi? 10-19 sur 200 mètres. Je me disais. 19-19, évidemment. Ça fait craque. Eh bien, écoute, le mec qui Lewis Hamilton. Polo, on va parler de cyclisme avec toi parce que dans 4 jours commence la 105e édition du Giro. Parle-nous déjà du parcours parce que c'est le Tour d'Italie, mais on partira de Hongrie. On partira de Hongrie avec 3 belles étapes autour de Budapest. Mais moi, pour faire vite, je vous en ai sélectionné 4 qui sont pour moi les 4 étapes à ne pas rater de ce Giro. Ça va commencer tôt, dès le 5e jour. Ce sera donc la 4e étape parce qu'en fait, en partant de Budapest, ils ont 1 jour de repos avant de reprendre la course en Sicile. Ils seront en Sicile et qui dit Sicile dit le passage habituel par l'Etna. On voit le profil ici. Montée mythique, arrivé en haut de l'Etna juste après l'observatoire. C'est déjà arrivé souvent sur le Giro, toujours avec beaucoup de spectacles. Alors, tu ne le gagneras pas ici, le Giro, mais il y a quand même moyen de le perdre. 4e jour de course, on rentre direct dans le vif du sujet, donc je pense que ce sera très intéressant. On enchaîne direct après avec la 9e étape, pareil avec un nom bien vendeur. Arrivé où ça? Au Blocos. Ah d'accord, ok. Belle promesse. Ni plus ni moins, Quintana avait remporté l'étape, avait déjà fait un bel écart en 2017. Il y aura bien écrit 4400 mètres de dénivelé positif. Ça va être le premier grand rendez-vous, je pense, des favoris. Je pense qu'il ne faudra pas la rater cette étape. Ils font la course en tri, vu que ça. Et en sidecar, oui. On va sur les casques après. Non, mais celle-là, les gars, je pense que c'est le vrai premier rendez-vous de ce Giro. Après, on va sur, pour moi, ce qui est la petite étape reine, la 16e étape. J'hésite avec celle qu'on verra après, mais la 16e étape, celle qui arrive à Aprica, elle est fantastique. 200 km. La première montée, le Gelato di Cadigno, qui te monte presque à plus de... On voit le premier qui monte haut. Après, tu as le Mortirolo qui est peut-être avec le Zoncolan la montée la plus connue en Italie, celle qui monte très, très droit au milieu. Et après, on voit l'enchaînement à la fin avec le mur de Santa Cristina. Cette étape est magnifiquement bien tracée. Il n'y aura pas une seconde de temps mort pendant les 200 km. S'il y a une journée où vous devez passer du kilomètre 0 au kilomètre 200 devant la télé, c'est celle-là. Je vous invite à le faire. Je sais que mes copains autour du plateau le feront sans hésitation. Tu sais, t'as réussi au fil des années à bien nous vendre. Ouais, mais j'ai encore du travail. Il dit il reste 3 km, on est tous devant. Tout le monde se réunit pour. Et les jours de fête, j'ai même le droit de mettre ça sur la télé du bureau en grand écran pour que tout le monde en profite. Bien sûr. Non, mais les choses bougent à First Team, mais c'est vraiment ils arrivent à me réveiller pour que j'arrive à ils ont tout gagné. On te réveille parce que tu ronfles trop fort, on t'entend les commentaires. C'est exactement la bonne réponse. Rappelle-nous, est-ce qu'on peut regarder le Giro d'ailleurs? Ce sera sur Eurosport, tout simplement. Eurosport 1, Eurosport 2, GCN si vous êtes sur l'application numérique, digitale, sur votre tablette. Moi, je sens bien Romain Bardet. Et bien justement, les favoris. Je vous parle de la dernière, l'étape quand même, avant de mettre Romain Bardet, c'est vraiment la vraie grosse étape, c'est la veille de l'arrivée, donc c'est là où tout va se jouer. On passe 2-3 fois à plus de 2000 mètres d'altitude. On sait que le seuil des 2000 mètres d'altitude, quand on est cycliste, ça devient très compliqué. Voilà, on le voit, le Passo San Pellegrino, le Passo... abandonne au premier là. Il n'est pas là, Tom. Il est déjà d'une, il est en forme, et de deux... C'est vrai qu'il est en pleine forme. Et de deux, il est pas. On passe le Passo... on passe le Passo San Pellegrino le premier, le Passo Pordoi, et on arrive
au Passo Fedea, c'est quand même 3 cols mythiques, là, les Passos italiens. On est très très haut. On aura 3 semaines de course dans les jambes, et là, on peut faire d'énormes écarts. Il y a énormément de grimpeurs. On en parlera tout à l'heure. Mais si là, il y a des écarts à faire, avant le dernier contre-la-montre qui sera autour de Vérone, c'est le moment de faire des écarts. Le contre-la-montre autour de Vérone, la dernière fois qu'il y en avait eu un, c'était Richard Carapaz qui avait gagné. D'accord. Et Richard Carapaz est le grand favori de cette édition au Manolo. Est-ce qu'une nouvelle fois, le tracé est plus joli que celui du Tour de France? Qu'est-ce que tu entends par joli Il y a plus de ça monte plus, quoi. C'est une question, plus de haute c'est une montagne, très bonne question parce que c'est un débat qui a souvent dans la planète cycliste, c'est que le Giro met un point d'honneur à toujours faire très différent du Tour de France. Cette année sur le Tour de France, on a par exemple beaucoup de kilomètres de contre-la-montre, une 60aine si je dis pas de bêtises. Là, on en a même pas 30. Donc c'est très intéressant pour les profils purement grimpeurs. Là, on pense du coup à Simon Yates, Richard Carapaz et surtout Romain Bardet qui font partie des favoris. Du coup, ça permet d'attirer un autre style de coureur. Egan Bernal y était l'année dernière et s'était régalé. Là, cette année, on a encore énormément de grimpeurs et on retrouvera plus des coureurs très complets, type Pogacar, Roglic, qui sont capables de gagner partout. Eux seront plutôt sur le Tour de France. Donc priorité et primeur aux grands grimpeurs, on va dire, pour ce Giro, Polo, pour les favoris. Il y a quelques noms qui se dégagent, mon Manu, mais le premier, c'est Richard Carapaz, le coureur d'Ineos, qui a fait un très bon Tour de Catalogne, qui a gagné le Giro en 2019, donc qui a cette expérience. Il a l'équipe pour aussi, avec une très forte équipe autour de lui, avec Richie Porte notamment, Pavel Sivakov. Derrière, il y aura des outsiders plus. On pense à Simon Yates, l'anglais qui aurait dû gagner le Giro en 2018 mais qui a complètement craqué. Il a fait une Thibaut Pinot, hein, si on veut reprendre la blague de Tom. C'est pas nous qui l'avons fait. Ça sera découpé. Simon Yates qui avait été fantastique en 2018 avant de craquer, battu par Chris Froome à la fin du Giro. Lui fait partie de l'un des grands favoris, mais moi j'ai envie de mettre une pièce sur Romain Bardet. Alors certes parce que je suis un chauvin parmi les chauvins, mais parce que Romain Bardet fait une excellente saison pour l'instant. Il sort d'un Tour des Alpes très très fort où il a remporté la course italo-autrichienne. Il arrive avec une très forte équipe, en pleine confiance, et surtout le parcours lui convient parfaitement vu qu'il y a très peu de kilomètres de contre-la-montre. C'est toujours la même rengaine avec Pinot et Bardet. On en a souvent parlé sur le Tour de France ces dernières années. Moins il y a de contre-la-montre, plus il y a des chances qu'il fasse un bon résultat. Et là, pour le coup, Romain Bardet n'a pas d'excuse. Je pense qu'autre chose qu'un podium, ce serait un peu triste pour lui. Mais je serai lui, je ne m'interdirai pas la victoire parce que ce Giro est assez ouvert, mon Manu. Eh bien, on va regarder ça, les gars. On va quand même sur Miguel Angel Lopez. Ah oui, toi, tu as Google. C'est dit. Du Giro 2019. Le Colombien sera sur. Moi, j'avais une question beaucoup moins dédaigneuse que pour tout de ta gueule. Est-ce qu'on a des nouvelles de Julien Alaphilippe? Oui, c'est vrai. On en a eu par son manager aujourd'hui qui a expliqué que ce serait très présomptueux d'espérer le voir sur le Tour de France. Ah ouais. Et je pense, au vu de la gravité de sa blessure et au vu du temps qu'il va falloir pour récupérer, que ce serait très intelligent de ne pas le précipiter sur le Tour de France, même si c'est un asset incroyable pour tous ses sponsors de voir Julien sur le Tour de France. Je pense que ce serait pas raisonnable de le mettre sur le Tour de France. Comme je vous l'avais dit quand on en parlait, laissons-le vraiment récupérer et pourquoi pas le retrouver à 100% en fin d'année, même si ça me paraît quand même compliqué, le voir sur le Tour de Lombardie et surtout, pourquoi pas essayer de défendre son maillot de champion du monde. On rappelle, il est double champion du monde en titre cette année, ce sera en Australie. Un parcours qui peut lui convenir. S'il est à 100%, on espère le voir ici. Mais avant, on pense au Tour de France, même à la Vuelta, ce serait quand même un peu présomptueux à mon avis. On a hâte de le voir, bien sûr, remonter sur un vélo avant tout et on sera patient avec Julien Alaphilippe. On a Joe Taro qui nous dit Bardet, il est un peu trop timide sur le vélo, je trouve, mais c'est vrai que son début de saison est bon. Croyons en Romain Bardet. Je trouve qu'il est tout sauf timide, mais bon, ce sera un autre débat. Exactement. Qu'on aura dans cette émission, c'est une certitude. Il n'est pas timide, d'ailleurs, ça l'a fait perdre beaucoup de courses à cause de ça, mais j'aurais pas dit qu'il était timide. Bon, voilà, on voulait avoir l'avis, bien sûr, de Polo sur la question. Il est l'heure d'ouvrir une page rugby, les amis. On a un spécialiste qui est avec nous, un envoyé spécial parce qu'il était sur place. Non, c'est un pilier. Monsieur Thomas Dufan. On va pas parler du BO qui redescend en Pro D2. C'est vrai. Oh non. C'est vrai. Je suis désolé, tu sais que c'était le même soir. Hein, et que ça faisait la fête. Et pas pour les Anglaises, si tu vois ce que je veux dire. Le BO redescend après une année dramatique en top 14, mais bon, leur niveau est au moins, il y aura le retour du derby. C'est dur, depuis 10 ans, il y aura le retour du derby, mais c'est dur pour Biarritz qui fait pas mal la navette, mais voilà. Bon, Michel Etcheverry. Un club réunifié. Ils le feront jamais. J'espère parce que ils en ont parlé pendant des années, mais ça plus de sens. Ça s'est rapproché très fortement, mais il y a toujours des irréductibles et je pense qu'il y a que des perdants là-dedans. Maintenant, dans la réalité, il faudrait vraiment un spécialiste un peu du dossier, mais dans la réalité, je pense que si tu fais une fusion, il y a moins aussi que tout explose, tant il y a des vraies inimitiés entre les deux. Bien sûr. Après, tu pourrais peut-être faire un... Choisis quelle couleur?
Les couleurs du Pays Basque. Les couleurs du Pays Basque que tu prends dans ces cas-là. Non, en fait, tu seras obligé de faire une équipe du Pays Basque, sinon ça n'a pas de sens. Tu mélanges tout, tu fais voilà, ce qui ressemble à rien. C'est clair. Parle-nous de rugby. C'est pas ça dont on voulait parler. Exactement. Rugby féminin, tournoi destination. Il y avait un France-Angleterre. L'équipe de France avait l'occasion de faire le Grand Chelem et remporter le tournoi. Tout à fait. Malheureusement, elle est tombée sur la meilleure équipe du monde, c'est ça? Ah bah, et de loin. C'était donc un France-Angleterre du côté de Bayonne, à Jean Daugé, absolument terre des exploits d'Erwan dans sa jeunesse. Non, mais évidemment, non, il déteste l'Aveyron bayonnais. Mais c'est un autre débat. Oui, effectivement, les filles ont été archi dominées par cette équipe anglaise. Tu sais, il y a toujours un espoir. Bien sûr. Malgré le fait d'être outsider et ainsi de suite à domicile dans un stade plein, 10 000 personnes qui s'étaient déplacées. Il y avait vraiment une ambiance à Jean Daugé. Malheureusement, elles se sont fait arracher la tête par la puissance anglaise. Elles sont largement au-dessus. C'est une équipe qui domine, j'ai l'impression, l'Angleterre. C'est l'équipe qui domine. 4e tournoi du Grand Chelem, 24 victoires consécutives pour l'équipe. Elles n'ont pas perdu depuis 2018. Alors, il y a eu le Covid entre-temps. C'était les Françaises qui les avaient battues. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Ouais. Attends, je vous ai les dates. 23e victoire d'affilée. Je dis pas de bêtises quand même, ce serait dommage. Du 8 octobre au 12 novembre. Donc la grosse info, c'est que c'était aussi la préparation d'un match qui aura lieu pendant la phase de groupe de cette Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Donc la terre du rugby qui accueille cette Coupe du Monde. Les filles, franchement, font kiffer. Pour tous ceux qui ont pu suivre ce tournoi, il y a vraiment de l'allant, il y a un truc, honnêtement. Il y a de l'engouement. Malheureusement, t'es pas au niveau des meilleurs. Et même si tu y croyais un peu dans le stade, et avec un essai qui arrive très tôt dans le match, en fait, rapidement, tu te fais rouler dessus et tu n'espères plus rien. Et voilà, donc défaite 24-12 par les Anglaises. Voilà, exactement. Et match à guichet fermé quand même, les gars. Ah ouais, 10 000 personnes. Non, mais c'est quand même génial. Ou c'est une terre de rugby, mais je te dis, il y a un engouement. Les gens étaient à fond, drapeau, marseillaise. Il y avait quelque chose. Après, c'est comme une finale. On l'a vécu avec les garçons il y a quelques semaines. On aime le rugby dans notre pays. Malheureusement, on aime le rugby qui gagne. Et là, c'est le rugby qui s'est fait écrabouiller, quoi. On peut peut-être le rugby qui se développe aussi. Oui, absolument. Non, mais attends. Oui, parce que tu vois des gaps, on va dire, entre toutes ces nations, etc. Il n'y a pas encore d'homogénéité. Dans le sport féminin de haut niveau, il y a des vraies inégalités dans le développement. Donc, on l'a vu au foot au début. Maintenant, ça arrive à se réduire. Dans le rugby, voilà. Il y a des pays comme l'Angleterre qui sont en avance, mais le rugby féminin se développe. Et c'est ce qu'il faut noter. C'est une bonne chose, bien sûr. On nous dit le stade est en travaux. Absolument, il y a une tribune qui est en travaux, mais je pense que ça aurait été plein. Quoi qu'il arrive, quand il y a de l'engouement, il y a de l'engouement. 2 millions sur spectateurs sur France 2. Tout à fait. Génial. Et c'est bien que ce soit mis sur une télé publique, bien sûr, qui soit accessible. Si on pouvait le faire sur d'autres sports. En parlant de mise en avant, le petit bureau ce soir, d'ailleurs, tous les lundis à 18h, il parle beaucoup de rugby féminin. Si vous voulez en savoir plus, surtout en cette période de 6 nations, n'hésitez pas à aller les voir sur Twitch, Poney Club. Vous connaissez maintenant l'adresse. Exactement. Et puis on va refermer, les amis, c'est les news par du judo, avec une belle moisson pour les judokas français au championnat d'Europe qui se déroulait du côté de Sofia en Bulgarie. 8 médailles sur 19 athlètes alignés. C'est un petit peu le bilan d'une équipe qui était pourtant amputée, on va dire, de ses ambassadeurs, puisque Teddy Riner et Clarisse Abegnienou n'étaient pas présents. Ça n'a pas empêché nos Bleus de terminer en tête du classement des nations. Alors à noter 3 médailles d'or, notamment pour Roman Dico en moins de 78 kilos, qui prend sa 3e médaille européenne à seulement 22 ans. Donc on a hâte de la voir grandir et de la voir poursuivre. Elle s'est fait une grosse frayeur, Roman Dico, lors de son entrée en compétition. C'était notamment contre la Tchèque Markéta Polutsova. Elle a failli se faire peur, elle a failli sortir et finalement elle est montée en régime tout au long de la compète pour aller s'imposer et de la plus belle des manières. Médaille d'or aussi également pour Marie-Ève Gaillet en moins de 70. Chirine Boukli aussi également en moins de 48 kilos. Des filles, donc vous l'avez compris, en forme puisqu'elles ont remporté 7 des 8 médailles françaises ce week-end. Manolo, oui. T'as pas parlé de ma petite de la CBB ? Non, même Sarah pas. Léonie Oui, Sizik, c'est vrai, t'as raison. C'est des judo, Manu. Non, mais c'est vrai, mais parce que tu sais, c'est vrai qu'on doit prime est faite à la CBB dans cette émission, vous le savez. C'est notre équipe de cœur et on ne citera pas qui fait ce lobbying en coulisses depuis de nombreuses années. Mais c'est vrai, t'as raison, il y a eu tellement de médailles en fait chez les filles qu'on s'est concentré un petit peu plus, c'est vrai, sur les médailles d'or, puisque je voulais vous parler aussi également de la situation des garçons, parce que je vous disais qu'il y a eu 7 médailles sur 8 qui ont été rapportées par les filles. Une seule médaille chez les garçons, c'est Cédric Revol qui a pris la 3e place. C'était chez les moins de 60 kilos. Seule médaille chez les garçons du côté des Français. 9 Français étaient engagés dans ces championnats d'Europe. Il faut le dire que c'était pour vous parler de cette équipe de France masculine qui est vraiment en reconstruction. On l'avait vu notamment pendant les Jeux Olympiques de Tokyo. Alors, on l'a dit tout à l'heure aussi, Teddy Riner n'était pas présent parce qu'il vient seulement de reprendre, on va dire, l'entraînement. Il n'était pas encore prêt pour ces championnats d'Europe. Mais on a encore eu la preuve aujourd'hui
aujourd'hui que le réservoir féminin chez le judo, en tout cas dans le judo français, est un petit peu plus fourni que le réservoir, en tout cas masculin. Et c'est Larbi Ben Boudaoud, c'est l'ancien champion qui est désormais le directeur de la haute performance au sein de la Fédé, qui a dit que l'un des plus gros chantiers pour lui et pour la Fédé de judo, ça va être justement d'emmener les anciens champions masculins, je crois, juniors, qui ont brillé au championnat du monde il y a 1 an ou 2, les emmener, ils ont 2 ans pour les emmener aux Jeux Olympiques de Paris. Donc ça va être un énorme défi pour eux. Et je voulais, puisqu'on parle de judo, profiter de parler aussi également de la belle initiative de Stéphane Nomis, qui est le nouveau président de la Fédération française de judo depuis 2 ans. Je dis nouveau, mais c'est vrai que ça fait 2 ans, qui justement souhaite brasser un petit peu plus large avec le judo. Vous savez que c'est un sport historique, en tout cas en France, c'est un sport scolaire, c'est un sport très puissant également dans notre pays. Et il a lancé, il y a 1 an maintenant, la construction de 1000 dojos en France. Et l'idée, c'est de se réapproprier, entre guillemets, les quartiers notamment, en proposant des salles de vie où on pratique le judo, où on fait des cours périscolaires, etc. Puisqu'en fait, pour lui, c'est très important que le judo occupe ce que lui considère comme une place qui a été abandonnée par le foot. On sait que dans les quartiers populaires français, on joue énormément au foot, mais on ne propose pas autre chose à côté du foot. C'est un projet qui est super intéressant et peut-être que ça pourra permettre de résoudre le problème, justement, vous savez, de réservoir, que ce soit chez les garçons, chez les filles, en tout cas. Pourtant, le judo, ça va plutôt très bien. C'est quand même un des rares sports que tout le monde a fait à l'école. Enfin, parce que c'est scolaire. On a tous essayé Exactement. au moins un cours de judo, ce qui est très rare quand même pour les autres sports. Non mais si, clairement. Je sais pas. Vous n'avez pas tous essayé du judo? Moi j'ai fait du jiu-jitsu pendant 7 ans, donc J'en ai fait 2 ans. on a tous fait. Ça va ce que tu dis, oui. Moi aussi j'ai détesté ça, mais c'est super bon. Mais on m'a fait essayer. Oui, d'accord. En fait, c'était le passage un peu obligatoire. C'est vrai qu'on dit la Fédération française de judo est l'une des plus riches en France, une des fédés qui a le plus grand force de lobbying aussi auprès de l'État et du pouvoir. Et David Douillet. Non mais c'est vrai. Et puis historiquement, ça ramène des médailles. Ça ramène énormément de médailles. Mais il y a au niveau pratique, en tout cas, on a vu aussi également une baisse ces dernières années. La montée en puissance du MMA, justement, doit pas aider, je pense. Il veut revenir dans des coins, comme tu l'as dit, dans les cités et tout. Ils ont de la bourre parce que pour le coup, il y a énormément. Le MMA est en train de faire une belle razzia avec une com et tout intéressant. Il y a le MMA et le tennis quand même aussi dans les banlieues. Le golf aussi de plus en plus. Et la Formule 1, on l'espère dans quelques années. Juste pour venir sur le judo, une petite blagounette. Vous connaissez le prénom de l'entraîneur de Roman Dico? Non. Robert. Non, Robert Dico. Le Dico, Robert. Robert le Dico. Ouais. Voilà. L'image de la semaine tout de suite. Alors, je viens de l'inventer, c'est pour ça. Oui. J'espère que tu la répètes pas. Oui. Public de merde. Il y a des soirs avec des soirs sans. Non mais tu sais, quand on est Erwan, c'est comme les attaquants sur un terrain, il faut prendre ses initiatives. C'est comme Milic, ça va pas. Et Bakambu. Je me rappelle que moi je viens là bénévolement, je suis payé au chapeau. Je suis payé au chapeau. Ça fout pas la vie, ça, les mecs au chapeau là. Les amis, l'image de la semaine. Il écrit pour Arthur. Si j'avais écrit pour Arthur, j'aurais pas été payé au chapeau, je te le dis. Oui, pas tout à fait. Et ça aurait été peut-être un peu meilleur d'ailleurs en termes de spectacle. L'image de la semaine, les gars. On va commencer avec du foot. Je sais pas si vous avez vu ça. Richarlison, l'attaquant bien sûr brésilien de Richard Nixon. Oui, Richard Nixon en effet, qui fait son grand comeback ce week-end. Attaquant de. Oui. Alors, un jeu quoi. Donc Richard. Plus que c'était Jérôme Commandeur. Bravo. Faites attention sur les blagues sur les chauves. C'est marrant au début. Les meilleures blagues sont les plus courtes. Ouais, mais moi ça me va. Écoute. C'est vrai. T'as de l'humour. On l'a refait sur Richarlison, donc du coup l'attaquant brésilien d'Everton. Alors il est sur le coup d'une enquête, les gars, par la Fédération anglaise de football après sa célébration, lors de la victoire contre Chelsea 1-0. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On va la voir tout de suite. Regardez ça. En fait, il y a un supporter qui a jeté un fumigène sur la pelouse. Lui, il l'a récupéré, il a festoyé avec, il l'a rejeté ensuite derrière dans la tribune, et il pourrait être suspendu pour cette image. Alors c'est vrai qu'on n'a jamais vu je me faisais la réflexion, j'ai pas souvenir d'un attaquant qui fait un but comme ça avec un fumigène, on va dire, à la main. C'est vrai que il ne devrait pas être trop sanctionné normalement, puisque à la base il y a un supporter qui a jeté ce fumigène sur la pelouse.
mais on peut quand même. Elle est penser... capricieuse, la vidéo. Je vois que tu meubles, Manu. Elle est pas aidée. La vidéo, elle est capricieuse. Ils vont réussir, ils vont la lancer. Il pourrait y avoir un vrai intérêt. Alors, c'est vrai que je sais pas s'il y a beaucoup de supporters d'Everton qui nous regardent. Voilà la fameuse vidéo. Et paf Un sacré jet quand même, notre ami. Qui célèbre avec, je trouve ça cool. Qui le jette comme ça, là. Mais oui. Mais le poteau de corner, quoi. Un peu dangereux, quoi. S'il y a des enfants, une famille, merde. Everton s'est défendu, il disait qu'il voulait l'envoyer hors du stade. Je sais pas qui c'est son avocat, mais il est très bon en tout cas. Un certain Dupond-Moretti. Je sais pas si dans ce match, j'ai vu la célébration aussi de Frank Lampard contre son ancien club. Ça lui tenait à cœur de prouver que. Alors, il y a quand même un élément de contexte, c'est que Everton est 18e, je crois, et cette victoire leur a fait vraiment le plus grand bien. Et Richarlison, s'il était suspendu, par contre, ce serait une très mauvaise nouvelle pour Everton qui pourrait descendre. Donc voilà en tout cas. Belle conversion pour l'ancien président, en tout cas. Oui. Everton qui a été coaché pendant la démission. Pardon ? Par Ancelotti. Oui. Et c'était, d'ailleurs, je crois que c'était plus pour placer son fils David. David. Ah ouais, David Ancelotti. David Ancelotti, ouais, tout à fait. Voilà les gars. Deuxième image, j'ai un trou de mémoire et je l'ai pas noté sur ma fiche. Je pense que c'est Germain Castano. Exactement. Et tu vas nous raconter. Alors, c'est Erwan qui va te raconter, c'est son meilleur ami. L'histoire, Erwan, justement. D'une causerie pas comme les autres. Alors, d'une causerie pas comme les autres, c'est Orléans, donc qui joue en Pro A, qui joue son maintien, qui jouait son maintien en tout cas à ce moment-là, et qui reçoit Bourg-en-Bresse, qui est une des fortes équipes, un gros budget plutôt. Un gros outsider du championnat, avec un budget important, évidemment derrière ce que font Monaco, l'Asvel et même le Valois, mais c'est juste derrière, quoi. Et donc, ils reçoivent Bourg-en-Bresse, et à la mi-temps, ils sont à moins 30 au basket, pour ceux qui n'ont pas la ref. Être à moins 30 au basket, ça équivaut à être mené 3 voire 4-0. 4-0. Un bon 4-0. Et donc, Germain Castano, avec qui Steph Brun a joué à Mulhouse en Pro B, qui était un vrai meneur d'hommes, qui était un ancien joueur, qui était un coach avec pas mal une philosophie défensive, qui a un vrai caractère. Voilà ce qu'il dit à ses joueurs à la mi-temps, ce qu'on appelle une belle branlée. On est bien sur les vidéos. Oh non, vous êtes fous! Attends. Oh, you are crazy. Nous, on est en mission là! Vous êtes en mission là! We are in mission here, now. Vous faites rigoler tout le monde! We accept everything, man! We accept everything, man! Don't drive, man! Ils jouent en sifflant, les mecs! No step back! On met pas les choses au hasard, hein! No step back! Vous jouez à 10 mètres, les gars! Vous avez peur, là! If you are afraid, Vous jouez comme des mecs dépressifs! if you are in trouble in your head, stay on the bench. Vous avez peur de quoi? Tell to the coach. You're afraid about what? D'en prendre 40, on va en prendre 50! If you're afraid about a big lose, we got a big lose. Moi j'ai pas peur, moi je vais y retourner. Vous voulez pas y retourner, vous restez. Je m'en branle que vous ratiez des paniers, je voulais dire pour la 80e fois de la saison. About if you miss a shot. Mais quand il y a des fautes à faire et on laisse un mec vous dunker sur la gueule ou un shoot sur la gueule, vous avez les bras ici. Alors que Suleiman c'est un gros shooter, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de Don't suite. contest the shot. Full court. Full court. No basket, full court, 5. Par contre, soyez agressif, hein, parce que ça va driver aussi hein, sur la zone. Eh, montrez-moi ce que vous avez un peu départ. On aime ces mi-temps de coach. On adore, ça rappelle évidemment des souvenirs, mais on adore ces insights. Voilà, ils sont à moins 30 et pour la petite histoire, ils gagnent au buzzer Orléans. Ah oui, donc il y a eu le fameux effet. Pour la petite histoire, ils gagnent au buzzer Orléans. Voilà, Germain qui est un mec adorable, mais on aime ces discours de coach un peu de. Alors là, on a la chance de le voir filmer, mais voilà, ça fait partie de ces moments-là. Là, il y a pas, tu vois, c'est filmé, mais. Là, il parle. Il n'y a pas de fioriture. Il leur dit pas, il leur dessine pas des systèmes. Faut défendre comme ci, comme ça. On oriente à droite, à gauche. En ce moment-là, il parle d'un homme en leur disant, vous êtes des hommes. On est en mission là. J'aime ce mot. On est en mission là. On joue notre survie. Tu vois, c'est toujours des mots un peu guerriers. Alors, faut y mettre un peu des guillemets à ce mot guerre et guerrier. Mais c'est vrai que dans le sport, on peut se retrouver là-dedans. Et on a trouvé sympa de mettre ça. Et donc voilà. Et puis je te dis, pour la petite histoire, il gagne au buzzer. Exactement. Orléans, donc contre Bourg-en-Bresse. Orléans qui a gagné en plus après 2 prolongations, dimanche aussi, face au Paris Basketball qui lui était déjà maintenu. Ouais, donc les mots ont continué de résonner même après cette rencontre. C'est vrai que énorme pensée à l'assistant Thomas. Traduire en anglais. Et c'est ça, voilà, c'est ça dont je voulais qu'on parle. Un mec véhément, avec l'intonation et tout, le bon, parce qu'il parle, mais il faut que tu traduises, mais lui, des fois, il te laisse pas finir la traduction, donc c'est vraiment pas simple, et bravo à lui. Big Lose. Celle-là, elle est fantastique, celle-là. Il y avait beaucoup de gens dans le chat qui disaient pourquoi vous souriez, les gars, pourquoi vous rigolez. Et certains ont beaucoup rigolé, parce que oui, c'est vrai, en effet, la séquence, quand tu la regardes à froid, elle est drôle entre le coach qui, forcément, est dans son rôle et le traducteur, voilà, qui met pas forcément les formes telles que le coach les mettait. Enfin, en tout cas, voilà, nous on s'en régale. C'est vrai que c'est des images qui manquent un petit peu. On en parlait avec Steph tout à l'heure, et c'est vrai que en fait, en vidéo, ça rend ridicule. On est sûr, en mais revanche, ça marche. lorsque bien sûr, le coach
Oula, en français. Voilà. De toute façon, il y a toujours un truc dans cette émission. C'est le stream qui a coupé, là, visiblement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, pas besoin de traduire. Là, je pense que tout le monde avait compris, américain ou autre, qu'il était vénère et les valeurs qu'il voulait soulever. Par contre, je prends un commentaire, on dit qu'il faut arrêter de traduire en français. Les joueurs doivent parler français en Espagne, ils parlent tous espagnol. C'est faux, hein, évidemment. Ça dépend qui. Alors, ils parlent espagnol, mais les Américains en Espagne parlent pas tous espagnol. On est bien placé, on commente la Liga espagnole tous les week-ends. Écoutez, les Pablo Lasso, Jasuki Vicius. Scariolo, je te rassure, en Italie, pareil, il parle anglais. Et même dans des équipes moindres, hein. Ça parle anglais autant mort. Il y a beaucoup plus de rotation aussi également au basket qu'au foot. C'est-à-dire que les garçons s'installent pas aussi longtemps qu'un joueur de foot. Ouais, puis le basket, franchement, l'anglais, c'est top de parler anglais au basket. Encore faut-il parler anglais. Ça peut aider dans ta carrière si jamais tu as de l'ambition. Oui. Effectivement. J'ai manqué. Voilà les amis pour les images de la semaine et belle référence. C'est un petit peu du Aimé Jacquet 2022 aussi. Hein. Avec Aimé Jacquet 2022. Vous avez peur les gars. Il y avait un petit peu dire aux gens qu'ils ont peur quand t'es un sportif, ça te pique toujours un peu. Oui, ça pique. Ouais, ça toujours un peu. Exactement. Ou Tony Parker. Oui, Duprat. Bernard Laporte. Moi, ça fait toujours rire quand on dit ce prénom. Passons tout de suite à autre chose, les amis, et continuons à parler football, à parler surtout d'un homme qui nous a quittés ce week-end, et c'est Tom Ciaravino qui va tout de suite lui rendre hommage. Il s'est régalé de la démonstration des Lyonnais au Vélodrome, mais Tom est là aujourd'hui pour nous parler de Mino Raiola. C'est l'heure du mot de Tom. Ouais, salut Manu, salut les gars. En vrai, j'ai passé un bon week-end. Villefranche a gagné et s'est offert un barrage pour la Ligue 2. Lyon s'est amusé au Vélodrome en gagnant 3-0. En vrai, ce lundi matin, j'étais en pleine forme. J'avais la banane même, comme disaient les jeunes. Donc je me suis dit, tiens, je vais me faire un petit ciné. Et je suis allé voir le film Les Secs Pas. Bon, bah, autant dire que j'aurais préféré manger un bus. Juste, je vous lis le scénario quand même. Ça marche toujours. Le beau. On est encore dans 92 ou quoi? Le Bigaro, sur le secours. Exprès, évidemment. Je voulais choquer un peu le public. Bref, parlons de sport. Et c'est mieux aujourd'hui. J'avais plutôt envie de parler non pas d'une équipe ni d'un joueur, comme d'habitude, mais bien d'un agent, Mino Raiola, qui est décédé donc ce vendredi dernier, pour la deuxième fois en 2 jours d'ailleurs. Déjà la première fois, ça m'avait fait un petit truc, mais la deuxième, je m'y attendais pas, quoi. J'ai même pas eu le temps de faire le deuil de la première. Mais je trouvais intéressant de revenir sur la vie de ce mec qui a changé, mine de rien, la face du football. Alors, Mino Raiola, de base, Tom, c'est un gars qui est loin de ce monde bling-bling des agents. Hein. Ouais, complètement. Avant de devenir un agent reconnu, notamment du côté de la Serie A, lui, c'était un mec issu d'une famille de pizzaiolos. Donc, on était plus proche de la calzone que du calcio, tu vois. D'ailleurs, on l'a souvent raillé dans ce milieu parce qu'on disait que si un gars comme lui avait pu réussir, et tout le monde pouvait le faire. Alors, je vous rassure, non, parce que moi, le pizzaiolo en bas de chez moi, on est loin du businessman quand même. Hier, je descends prendre une pizza ananas. Faites pas les choquer, moi je trouve ça normal. Donc je descends prendre une pizza ananas avec ma sœur avec qui je suis en couple. Faites pas les choquer, je trouve ça normal. 14 € le tout. Donc je donne à mon pizzaiolo un billet de 10 avec un ticket resto de 7 €. Il doit donc me rendre 3 €, tranquille. Bon bah je vous jure, j'ai cru que j'avais demandé de me donner un rapport sur le réchauffement climatique et l'impact sur la montée des eaux. Incroyable. Donc non, être agent, c'est pas donné à tout le monde. Surtout au niveau qu'aura atteint dans sa carrière Mino Raiola. Il a grandi à Harlem, alors pas celui des États-Unis, le ghetto avec des gens armés. Non, celui de la ville des Pays-Bas, là où les gens sont en vélo et aussi dangereux qu'un fan de Christophe Maé. C'est donc là-bas qu'il devient agent et ses premiers contrats sont des joueurs hollandais. D'ailleurs, son premier gros coup, c'est Dennis Bergkamp qui fera signer de l'Ajax à l'Inter. Ensuite, il enchaînera avec le Tchèque, Pavel Nedved, l'homme qui avait la coupe de Dave, le talent en plus. Mais le joueur de sa carrière restera Zlatan Ibrahimovic, qu'il a fait transférer 7 fois, 150 millions d'euros au total, sachant que le bon Mino, il s'était mis une petite marge de 10% sur chaque transfert. 10% de 150 millions, ça fait donc 15 millions pour lui. Moi, je dis le résultat parce que je voyais Erwan qui commençait à compter. Toi, tu pourrais travailler avec mon pizzaiolo. Mon pizzaiolo, si je lui demande, il me dit la carte, c'est à partir de 10 €. J'ai surtout l'impression que c'est toi qui vas aller bosser dans une pizzeria. Donc ouais, Mino Raiola, il s'est mis bien, sachant qu'il aimait bien placer quelques millions aussi dans des paradis fiscaux, faut pas l'oublier. Sur le transfert de Paul Pogba, United, il touche 49 millions d'euros parce que c'est l'agent de Paul Pogba, de la Juventus et de Manchester United. Bravo Mino. Bravo Mino. Ça doit être bien cette vie, quand même les lendemains de soirée, ça doit pas être les mêmes. Lui va pas sur l'appli de sa banque, détruit de la veille. L'appli en plus, elle s'ouvre avec la reconnaissance faciale, c'était comme ça, un œil ouvert sur 2. Tu vois les dépenses et tu fais waouh. Bon la boîte de 4 nuggets, ce sera pour demain.
Et tu te rendors en pensant à la vie qu'a vécu Mino Raiola et ces nuggets que tu ne mangeras pas. Alors tu sais, le temps est au deuil, mais tu l'as dit, il a fait de gros coups dans sa carrière, mais c'est aussi un petit peu le visage des dérives du foot business. Ouais, on va dire que aujourd'hui, on a parfois l'impression que les joueurs sont un peu au-dessus de l'institution. Il a quand même une petite part de responsabilité. Dès qu'un joueur était en méforme ou mis sur le banc, il n'hésitait pas à incendier un Pep Guardiola ou un Jürgen Klopp. On dirait mon daron en bord de terrain. Quand mon coach me mettait sur le banc sans raison, peut-être juste parce que j'étais nul. Quelque part, mon père, c'était un agent aussi. Il a juste misé sur le mauvais cheval. Et pour Raiola, des questions se posent aussi sur le choix des clubs. Est-ce qu'il a bien conseillé ses joueurs? Est-ce qu'il pensait surtout à l'argent ou à la progression? Donc des questions se posent. En tout cas, Mino Raiola, c'était un personnage tout droit sorti d'un film, avec sa dégaine du parrain, un caractère à la De Niro et cette tête de mauvais vendeur d'aspirateur. Il dégageait un peu un truc de mafieux. Pourtant, quand on voit les hommages des joueurs ce week-end, on voit qu'il était très proche, qu'il marchait à la confiance. D'ailleurs, il signait jamais de contrat avec eux, il l'a dit lui-même. Les agents qui signent des contrats avec les joueurs sont ceux qui ont peur de les perdre. Lui, il n'avait jamais peur de perdre. Il était à la fois le poison des clubs et le plus grand fournisseur de talent pour eux. Mino Raiola, c'était le génie d'un monde de football fait d'inflation, de commissions et d'affaires conclues par des poignées de main. Riola, c'était mieux quand même. Mino Raiola, c'était aussi le cynisme de celui qui connaissait le prix de tout, mais la valeur de rien. Bravo Tom, en tout cas, pour ce très très bel hommage de Mino Raiola. Je garde juste, les gars, je veux avoir un petit peu votre avis là-dessus, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui, oui, Daniel Riolo est en parfaite santé et on l'embrasse bien évidemment. Je voulais vous relancer un petit peu rapidement sur Mino Raiola, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui en France a toujours eu une très mauvaise image, tu l'as dit, liée un peu aux dérives du foot business, à ces joueurs qui sont au-dessus des institutions. Et quand on regarde un petit peu les différents témoignages des joueurs, qui étaient bien sûr dans son écurie, entre guillemets, quand on voit aussi également les hommages un petit peu de l'étranger, on a l'impression que c'est un garçon qui clive. On a du mal en fait à se faire une perception unique, en tout cas, de ce personnage haut en couleur. Après, on a toujours, de toute façon, ce problème et cette bien-pensance autour de l'argent en France, que donc les journalistes, notamment l'équipe, quand les premiers articles qu'on voit, quand on a découvert, c'était toujours l'argent d'abord. On les connaît, c'est les mêmes depuis 30 ans maintenant. Donc en France, on a toujours un petit peu ce côté, on pointe du doigt, c'est pas les valeurs sportives et tout. Oui, mais pendant ce temps-là, le monde change, le monde évolue. Je dis pas que c'est bien, mais je dis que c'est la réalité. Et quand le monde change, quand le monde évolue, il y a des opportunités. Il y a toujours des gens qui sentent les coups avant. Il a fait partie de ces mecs-là. Aujourd'hui, à NBA, avec l'agent de LeBron James, Rich Paul, on peut. Alors, c'est pas le même profil, mais en tout cas, dans les idées, en voulant mettre les joueurs stars avant tout, au milieu de tout, et que ce soit eux qui choisissent, on arrive aussi là-dedans. Donc, c'est aussi un mode de fonctionnement qui change. Et voilà. Puis après, être agent. Il faut arrêter de croire qu'être agent, c'est être un enfant de cœur. Être agent, c'est aller demander de l'oseille, représenter et protéger un joueur. Donc parfois, t'es pas obligé faut pas être objectif. Tu peux pas être agent si à un moment donné, ton mec, il est pas bon, tu fais, ouais, je sais qu'il est bidon en ce moment. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc être agent, c'est un métier à part, qui fait beaucoup fantasmer, mais que peu, finalement, peuvent être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que lui et Jorge Mendes sont les deux super méga agents qui ont mis la lumière sur une profession aussi. On ne dit pas qu'il n'y en avait pas avant, c'est juste qu'on ne connaissait pas leur nom. Donc c'est aussi, la grande figure de la surmédiatisation du foot aussi, et il en a profité directement. Dans la biographie de Zlatan, il met vachement en avant sa relation avec Mino Raiola. Alors oui, ils ont fait du cash ensemble, ça y a pas de doute, mais il a toujours parlé de leur relation intime, du fait qu'ils soient vraiment amis. Et quand tu vois les joueurs qu'il y a dans l'écurie, comme tu dis, il y a des mecs comme Blaise Matuidi que tu n'imagines pas sur le principe pouvoir être pote avec ce type de personne si on a une mauvaise image de lui. Donc quand je vois Mario Balotelli et sa carrière, on comprend aussi un peu mieux comment ont été gérés ses intérêts. Donc voilà, quand Erwan dit que les agents doivent protéger les joueurs, c'est aussi ça que je garde en tête, c'est que ce mec-là a su, malgré les méthodes, protéger les gars qui lui faisaient confiance. Donc c'est aussi de ça. Résultat en finalité plus qu'en moyen, quoi. C'est ça que tu retiens. Quand Pogba, il a United, que tu le vends à la Juve et que après tu le revends à United, au bout d'un moment. T'as compris. T'as compris à qui t'as affaire, que le mec il a des intérêts partout et qui se gave partout. Maintenant, j'ai l'impression que les gens dans les clubs se sont fait faire aussi un peu marron par moment. Et il y a quelqu'un qui dit oui, on a le droit de le détester quand même. Bien sûr. Moi, je suis pas en train de dire que mais je le connais même pas, le mec. J'ai très peu d'empathie pour ce mec-là. Je voyais un mec effectivement qui faisait des affaires où sur les projets des clubs, il s'y inscrivait pas du tout. Il voulait faire du pognon, mais il s'en est jamais caché. Donc voilà. Pour les passionnés de football, il y a, je pense, aussi eu un décalage parce que très souvent, on disait que Mino
Mino Raiola, et Tom l'a très très bien dit dans sa chronique, choisissait plus, on va dire, la bonne commission, le très bon salaire pour son joueur que, on va dire, un plan de carrière à long terme. Je pense que le meilleur exemple, c'est peut-être Marco Verratti. Alors, vous serez peut-être pas d'accord tous les deux. Pourquoi ? Parce que moi, je reste persuadé, par exemple, que si Marco Verratti signe à Juve, il fait une autre carrière que celle qu'il faut au Paris Saint-Germain. Mais c'est un avis tout à fait personnel. Hein, mais vous le partagez ou vous le partagez pas, c'est pas grave, c'est pas le débat. Mais c'est une manière de faire son métier. Tu l'as dit, c'est un métier d'agent, c'est pas un métier de passionné du foot. Et si tu es trop passionné par le foot, tu n'es pas un bon agent. C'est ce que j'aurais dit. Là, son travail, c'est d'être un agent, c'est de faire de l'argent et d'en gagner grâce aux joueurs. Ce n'est pas d'être un passionné de football et de défendre les valeurs d'un football qui en a de moins en moins. Peut-être, mais lui fait avec son temps et fait avec ses moyens et surtout fait avec le travail qu'il doit faire et c'est exactement ce qu'il a fait. Mais même les anciens joueurs de foot ou de basket passionnés par ce sport qui deviennent agents, au moment agent, tu dois faire du cash. Bien sûr, c'est un business. Dire, je comprends, on va baisser, tu peux pas. T'es obligé d'être un peu agressif, t'es obligé de mettre des coups de pression. C'est ça le métier d'agent, parce que les clubs, c'est pas des rigolos non plus. Et moi, je prends part pour ni l'un ni l'autre, mais au bout d'un moment, le métier d'agent, c'est aussi un métier à un moment donné de mec qui met des coups de pression, qui met des pressions. On a vu Mino Raiola être l'un des instigateurs de mettre des bordels dans des clubs en mettant des pressions sur des joueurs. Voilà. Et ce qui est dingue dans tout ça, là, c'est que même le métier d'agent a tellement évolué que certains agents ont fait des OPA sur des clubs. On pense à Monaco notamment. Et même Jorge Mendes aussi. Jorge Mendes. Mon gars, c'est des mecs qui décident du bien, du mauvais dans certains clubs. Donc ça a tellement dépassé juste le fait de représenter un mec. Non, maintenant tu représentes des institutions, des clubs, et ainsi de suite. On voit même que des agents, des coachs deviennent des agents. Rudy Garcia, évidemment. Je pense à lui. Donc non, mais c'est pour dire combien c'est dérégulé. Il fait partie des mecs qui ont permis... qu'on profitait tout simplement de cette dérégulation. Absolument. Donc voilà, bravo à lui et une vie pleine de choses à raconter en tout cas. Ah ouais, ça pour le coup c'est un sacré personnage et merci Tom pour cette excellente chronique. Les amis, on referme le foot et on va ouvrir tout de suite une page basket parce qu'un club français est peut-être en train de réaliser un véritable exploit. On en parle tout de suite bien sûr dans la perf de la semaine. C'est à coup sûr la perf de la semaine dernière qui pourrait, pourquoi pas, se transformer en exploit dans cette nouvelle semaine. Monaco, engagé en quart de finale d'Euroleague, a arraché la victoire vendredi, sous les yeux d'ailleurs de Kevin Durant qui était présent à Monaco dans les dernières secondes d'un énorme combat contre l'Olympiakos Le Pirée. Une victoire 78-77 qui permet toujours à la Roca Team de rêver d'une qualification au Final Four. Pour cela, il faudra l'emporter. Ce sera mercredi au Pirée dans une très très chaude ambiance pour le match 5 décisif entre les deux équipes. Les gars, avant de parler de Monaco, de revenir sur le match, de parler du match qui nous attend mercredi, petite notion d'histoire pour les gars comme moi qui regardent le basket peut-être d'un petit peu plus loin. Pourquoi une victoire mercredi représenterait un magnifique exploit pour le sport français ? Alors déjà, faire un Final Four, c'est pas arrivé depuis 97, c'était l'Asvel de Greg Beugnot et d'Alain Djigbeu et de Lan Nerud. Des clubs français qui ont fait des Final Four, il y en a deux. C'est le CSP Limoges qu'on avait enchaîné dans les années 90 jusqu'à aller le gagner donc en 93. Et puis donc l'Asvel, c'est un exploit. On sait que dans le foot français, c'est compliqué de lutter avec les plus grands clubs européens financièrement. Dans le basket, c'est encore pire. Donc voilà. Donc aujourd'hui, être un quart de finale, d'être à un match d'un Final Four, c'est un énorme exploit. Maintenant, c'est qu'un match, mais quel match! Parce qu'aller gagner à l'Olympiakos, c'est pas aller gagner à la CBB. Tu me permettras cette. Pourtant, d'après les mots de Thomas Larokis, c'est une excellente équipe de Fenat. Et en termes d'ambiance, est-ce que c'est la même chose, Polo? L'ambiance, c'est pareil. Il y a toujours un capot blond là qui jette des trucs sur le terrain. On dit que la CBB, c'est le Pirée francilien. C'est pour la vue sur la mer, peut-être. En tout cas, ils se sont fait ouvrir 4 fois en 4 matchs contre Malakoff. Mais donc, aller gagner donc un match à l'extérieur, ça ne s'est jamais fait sur un match 5 pour se qualifier sur un Final Four et alors le faire à l'Olympiakos Le Pirée, qui est l'une des ambiances avec le Pana, bon, qui est un peu plus en difficulté en ce moment, mais aller gagner là-bas, ça serait quand même un énorme exploit. Il n'empêche que cette équipe de Monaco, elle a rien à perdre. C'est une équipe encore très jeune avec ce niveau-là, qui a beaucoup misé sur des talents individuels. Mike James notamment, Dwayne Bacon qui a été très très fort dans la fin de ce match-là. Ça a été très chaud la fin de match, on va revenir un petit peu sur la rencontre, mais aujourd'hui Monaco, ils ont d'ores et déjà pour moi réussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, leur saison d'Euroleague. Il faut qu'ils aillent là-bas.
La libérer, sachant qu'en se rappelant ce qu'ils ont fait pendant le match 2. C'est de s'offrir, pourquoi pas, l'Olympiakos ou s'offrir ce fameux match 5 qui pourrait te permettre d'aller au Final Four. Donc oui, ils sont complètement, c'est une saison complètement réussie du point de vue européen parce que tu vois l'ambiance dans la salle, tu vois l'engouement dans le basket français, ça passe sur une chaîne en clair, sur la chaîne de l'équipe. Oui, donc c'est important dans la diffusion de ces matchs-là. Les 2 premiers matchs étaient sur l'équipe live, les 2 autres matchs d'après étaient à la télévision, donc bon, on est sauvés. Mais voilà, ça fait partie aussi du rayonnement du basket au général de voir une équipe comme Monaco performer sur le plan continental. Non mais c'est ça, et Tom l'a bien dit, je trouve ça dommage qu'on ne considère pas l'exploit qu'a déjà fait Monaco de se qualifier dans les 8 et qu'il est à 2 doigts de faire peut-être mercredi. Je pense que le monde global du sport en France ne se rend pas compte de l'exploit que ça pourrait être. Et c'est pas un exploit incroyable, même si ça a jamais été fait de gagner à l'extérieur en Euroleague sur un match décisif coup près comme ça. Monaco en a pris un là-bas. Donc Monaco est tout à fait en capacité de le faire, à des joueurs d'expérience et des mecs qui n'auront pas peur de jouer dans cette ambiance surchauffée. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que même au sein de la chaîne L'équipe, qui pour le coup, que je plébiscite, c'est vrai. plutôt souvent dans cette émission, déjà de mettre les 2 premiers matchs sur le player, d'avoir très peu médiatisé toute la campagne de Euroleague. Ils ont fait la semaine à fond, bien vu. Et après c'est revu sur Monaco. Mais même au-delà de ça, est-ce que tu as l'impression, alors que moi je regarde beaucoup la chaîne L'équipe pour des sports différents et beaucoup plus mineurs, j'ai l'impression que sur la médiatisation globale sur la chaîne, ça n'a pas été plus poussé en avant que ça. On ne parlera pas aussi des gens qui commentent parce que c'est pas la question. Et on serait qu'on les connaît surtout. Ouais, mais moi je trouve ça dommage dans la manière dont c'est traité cette année. Alors certes, on part de loin, c'est sur une chaîne gratuite, profitons-en. Le match sera diffusé là, mais moi je trouve ça dommage. Tu connais mon agacement autour de la com du basket français, et donc évidemment ça inclut la Coupe d'Europe. Après, là où j'ai du mal à leur tomber dessus, c'est comme les seuls qui sont positionnés. Et mine de rien, une équipe en quart de finale de l'Euroleague, c'est pas arrivé depuis 2004, je crois, avec Pau. Donc, on n'a plus l'habitude de voir ces clubs-là aussi à ce niveau-là. Donc, il faut peut-être réhabituer aussi les gens. Donc, c'est bien que Monaco le fasse une année. Nous, on s'en rend compte parce que c'est notre sport d'amour, chéri. Maintenant, il faut aussi réhabituer les gens à se dire que des équipes françaises puissent atteindre ces niveaux-là. Donc, on prie évidemment, et on sera devant notre télé pour un Final Four, parce que vivre un Final Four, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai encore en mémoire la demi-finale de l'Asvel face à Barcelone. J'avais 15 ans. 35 ans. Et j'ai regardé ça comme un fou, quoi. Alors, ils avaient perdu, malheureusement, mais c'est une ambiance, c'est quelque chose de particulier. Et ça marque l'histoire d'un club. Donc, faut réhabiliter. Maintenant, je rêve de voir Monaco là-dessus, mais je rêve aussi de voir Monaco et l'Asvel l'année prochaine rester dans ce wagon-là du top de l'Euroleague. C'est important de s'installer aussi. J'ai vu une question sur les budgets, la différence de budget. C'est passionnant. Il faut savoir 2 choses. La première, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que les charges sociales sont très très élevées en France, et c'est ce qui ne permet pas à nos clubs français d'être au niveau des meilleurs clubs. Quand à Moscou tu donnes 10, le joueur reçoit 10. En France tu donnes 10, le joueur reçoit 5. Donc rien qu'en ça, tu comprends la différence. Monaco est à 14 millions de budget annuel. L'Asvel est le plus gros budget de l'histoire du basket français, 15 millions. Je vous donne juste, pour différencier, les plus gros clubs d'Euroleague sont à plus de 30, 35, 40 millions. Donc le CSKA Moscou, qui ne joue plus, mais le Real, le Barça, ils font partie de... Voilà, ils sont dans d'autres stratosphères. C'est une autre division encore au-dessus. Absolument, et c'est des trucs omnisports en plus, donc il y a tout un truc pensé, il y a l'argent du foot, il y a tout un sur l'infrastructure, sur la façon de fonctionner, etc. La manière de fonctionner au quotidien, les jets et ainsi de suite. Monaco s'en approche par le cadre de vie, c'est ce qu'ils peuvent offrir à ce type de joueurs. Mike James, il avait envie de venir là, on le savait depuis quelques mois, quelques années, parce qu'on lui file de l'argent, mais parce que le cadre te permet d'être dans un truc complètement différent et qui fait kiffer les Américains. Donc c'est un vrai atout. Quand on voit KD au match, il vient pas à Monaco pour rien, le gars. Qu'est-ce que fait il est pote avec Mike James, c'est ça. Bah oui. Et parce qu'il s'il était à Limoges, je suis pas sûr qu'il vienne. Ça, je veux dire. Et j'ai rien contre Limoges. J'adore la porcelaine. Par exemple, ce que Monaco offre financièrement à Mike James et Dwayne Bacon, par exemple, ou Monty Jonas, d'autres clubs français ne peuvent pas leur offrir. Parce que c'est exonéré, absolument. Il y a une petite valisasse qui vient de Russie. Voilà. Bon, pour être d'Ukraine, absolument, qui vient d'Ukraine. En ce moment, je ne sais plus. Vaut mieux savoir. Oui, c'est vrai. C'est un peu compliqué. Les gars, vous avez regardé, j'imagine, ce match 4. On va se projeter un petit peu plus aussi également sur ce match 5. Est-ce que Monaco peut le faire? Il y a beaucoup de spécialistes qui ont dit que sur ce match 4, justement, il y avait eu des choix assez risqué, notamment dans le jeu de défense. On a vu un énorme collectif, un collectif qui avait du cœur, c'est ce que tu as dit, Erwan, il y a quelques instants. Est-ce qu'ils peuvent le faire, Monaco? Ils peuvent le faire parce qu'ils ont 2 mecs
qui sont capables de tout. Mike James notamment, Dwayne Bacon, c'est 2 joueurs supérieurs qui aujourd'hui pourraient évoluer en NBA. Maintenant, c'est aussi un jeu parfois à risque et c'est un jeu parfois prévisible. On a vu beaucoup sur le match 4, Mike James garder la balle, bam, bam, créer et prendre des tirs très compliqués. Alors, dans des bons soirs, il peut faire basculer des choses. Dans des soirs moyens, ça peut être compliqué. Donc il va falloir pour Monaco d'abord, avant tout, défendre, quoi qu'il arrive, ne rien donner à cette équipe-là. Essayer aussi de réduire l'impact de Fall à l'intérieur, de Mustapha Fall, le Français qui fait un énorme chantier, mec de 2-10 qui leur fait énormément de mal, il fait notamment beaucoup souffrir Monty Jonas et Dante Hall au sol là-dessus sur le jeu intérieur. Il va falloir que Monaco trouve le bon compromis entre jeu à risque et se passer un petit peu plus la balle parce que cette défense de l'Olympiakos à domicile sur un match 5, elle va être organisée. Il va falloir un peu plus essayer de se passer un petit peu plus la balle parce que Mike James qui fait bam, 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 bam pendant 35 minutes, j'ai peur que ça soit pas suffisant. Le souci de tout ça, c'est qu'ils vont prendre une vague d'entrée exceptionnelle. Le public, Erwan le disait au début, parfois on en fait trop sur le 12e homme, ou le 6e homme. Là pour le coup il existe vraiment. Quand tu arrives là-bas, et d'ailleurs ils n'ont perdu que 2 fois cette saison à domicile, il y a moyen que tu trembles. On en parle aussi par exemple à Belgrade. Souvent on dit que Kevin Serafin nous dit il n'a pas eu peur de rentrer, mais quand tu rentres avec la police qui te protège, t'es dans un délire. Tu le comprends tout de suite. Regarde derrière toi, c'est fantastique. Ils vont avoir besoin d'un grand Mike James. Parfois c'est tout con de parler des superstars, mais les 2 matchs qu'ils gagnent, Mike James c'est bon. La deuxième mi-temps à l'Olympiakos, il est exceptionnel Mike James, alors qu'il est pas bon du tout en première mi-temps, et ils sont plutôt dominés, surtout lors du premier quart-temps. Il est au match 4, il est pas très bon. Il est pas, oui, et Don Bacon prend complètement le match à son compte. Donc ils ont besoin de leur superstar. De toute façon, c'est leur jeu. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils vont pas inventer un passing game, un truc comme ça. Il va falloir que les gars soient au top, mais ça marche pour l'Olympiakos. Si Sloukas n'est pas fantastique, il y a moyen qu'il soit déjà sorti l'Olympiakos. Donc ça va être un bras de fer fantastique. Je continue à croire qu'il va falloir se préparer mentalement à avoir une vague au début. Si t'es à -20 à la fin du premier quart-temps, on imagine que ce sera fini. Ça sera compliqué. Bon, les amis, ils étaient à -13 dans le -13 premier quart, et ils reviennent de haut. On sait pas ce qui se passe. Il y a un déclic complet, et là, ils explosent sur 3 quarts. Ils font un deuxième quart-temps monstrueux dans le match, puis ils mettent dedans, quoi. Ils mettent dedans comme des cochons maintenant. C'est une jeune équipe Monaco, quand même, pour ce niveau, mais c'est des joueurs d'expérience. En face, ils connaissent. Ils vont la faire à l'envers. Donc, et Mike James, il n'a pas cette réputation un peu de passer à côté des grands moments, non? Écoute, rendez-vous mercredi, on verra bien. Exactement, rendez-vous mercredi. L'heure du match, j'ai pas noté, les gars, vous l'avez 20h sur la chaîne équipe. 20h30. Sûr ? Ouais, on allait vérifier avant le. D'accord. Mettez-vous à 20h30 et puis si jamais vous revenez à 21h. Et on nous dit c'est Monty Jonas, l'ancien des Rockets, tout à fait. Denontas Monty Jonas, qui était passé par la Chine après la NBA, qui est arrivé cette année en France, donc du côté de Monaco, qui est un joueur qui ne ressemble plus du tout à ce qu'il faisait en NBA. Non, complètement. Avant c'était un poste 4 shooter, maintenant c'est un intérieur technique. Bon, il s'est réinventé la vie. Costaud. Voilà les amis, en tout cas pour Monaco, tous derrière la Roca Team bien sûr. Et pour tout vous dire, je pense que je vais regarder, puisque tu m'as parlé d'histoire du sport français. Ne rate pas l'entame, les premières minutes avec l'ambiance, c'est un truc de malade. C'est là que le frisson direct. Il a une demi-heure avant la Ligue des Champions, Tom le disait. Tu sais, maintenant on a plein d'écrans, tu sais, on peut. Ça, c'est mon Manolo qui a regardé la façon nationale et la Ligue des Champions. La Ligue des quoi, c'est quoi? Le terrain d'audace. C'est pas quoi inventer, hein. Écoute, il y a des bons. Il y a des. Pas toujours. Il y a des bons marketeurs dans ce monde et malheureusement, ils travaillent bien aussi pour le sport. Il y a les autres, c'est ça exactement. Allez les amis, on retourne au foot. On va parler de l'Olympique de Marseille. On n'a pas beaucoup parlé cette saison et on va se poser une question. Est-ce que l'OM peut rater cette saison dès cette semaine? On espère que non, mais on en parle. Après des mois de mars et avril quasiment parfaits, Marseille a enchaîné 2 défaites en une semaine sur peut-être ce qui étaient les 2 matchs les plus importants de cette fin de saison. On rappelle qu'à 5 matchs de la fin, cette saison de l'OM ressemble de plus en plus à un kit ou double. Il y aura le match retour contre le Feyenoord Rotterdam du côté du Vélodrome. Ce sera jeudi. Et puis, le calendrier, je vous le donne quand même. Déplacement à Lorient, déplacement à Rennes. Qui est il va valoir des points celui-là. Exactement, toujours en lice pour la qualification en Ligue des Champions. Rizzo, si Rennes l'emporte, viendra nous en parler sur ce plateau. Il l'a promis. C'est ce qu'il nous a promis. Et il y aura aussi également pour l'OM la réception du Racing Club de Strasbourg. Je vous rappelle qu'aussi également en Europa Conference League, la Roma et Leicester sont les 2 autres, bien sûr, demi-finalistes. Alors les gars, vous avez regardé aussi également l'Olympico hier. Est-ce que cette défaite 3-0 sèche au Vélodrome peut couper les jambes à une équipe qu'on pensait franchement solide, les gars, pour la course à Ligue des Champions? Alors, couper les jambes, je sais pas, en tout cas mettre un énorme coup à la tête après celui de jeudi, évidemment.
Est-ce que l'OM peut tout perdre? Ça me rappelle en tout cas malheureusement cette fin de saison 2018 où tu perds la Ligue des Champions, tu perds en finale assez lourdement et tu perds Payet qui s'était blessé. Moi, j'ai un souci avec cette équipe-là et je suis pas mal de potos à moi sur les réseaux Twitter, la team l'OM, tout ça. Et j'ai beaucoup de mal à savoir cette équipe. On est début mai. Cette équipe-là, elle est deuxième du championnat de France. Elle est en demi-finale d'une Coupe d'Europe. Et je sais pas ce qu'elle vaut. Je sais pas encore quel visage elle peut avoir, cette équipe-là. Je sais pas où sont ses certitudes. Et ça me pose un véritable problème. C'est tellement les montagnes russes. Alors oui, il y a eu des périodes où c'était à peu près costaud, tu gagnais des matchs, t'enchaînais un petit peu de positif, mais t'étais toujours très vite. J'ai l'impression que finalement, t'étais pas si loin du précipice, et finalement, le précipice, en une semaine, boum, pour moi, hier, quand tu perds 3-0, c'est plus que la défaite, c'est la manière. J'aime beaucoup, moi, m'interroger sur les manières dans le sport. Et hier, je vois une équipe, en fait, qui est pas prête à attaquer la semaine la plus importante de la saison. Donc, je ne sais pas ce que les gens pensent dans le chat. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters de Marseille. J'aimerais bien avoir votre avis autour de la table. Moi, je ne sais pas aujourd'hui, cette équipe-là, quelle certitude elle a vraiment dans le jeu. Est-ce que tu as besoin de certitude, Erwan, avant cette semaine-là, où tu sais que tu as grossièrement, enfin cette semaine, c'est 2 semaines parce que Rennes, c'est la semaine prochaine, tu as ce match contre le Feyenoord. Si tu gagnes, tu as la finale et tu as ce match. Tu as 3 matchs à gagner. Est-ce que tu as besoin de certitude? Est-ce que tu as besoin d'un plan de jeu? Tu vois, je pousse un peu la réflexion. Alors qu'en fait, ça fait écho un peu à ce que disait l'entraîneur, le coach d'Orléans tout à l'heure. T'es en mission, tu as 3 matchs à gagner pour que ta saison soit belle. C'est-à-dire la qualification pour la Ligue des Champions. Si tu gagnes Rennes à l'extérieur, je pense que tu seras plutôt bien parti. Et si tu passes le Feyenoord et qu'après tu t'offres une belle finale où tout est possible, ta saison, elle est réussie plus. Tu as 3 matchs. Est-ce que de là, tu dois tout remettre en cause? Il y a les questions sur le gardien. Je sais que c'est Mandanda qui va jouer alors qu'il n'a pas joué ce week-end. La question sur l'attaquant de pointe. Est-ce que c'est Dieng? Est-ce que c'est Milic, etc. Je pense qu'il faut mettre pas les meilleurs, mais 4 mecs qui sont prêts à jouer comme des bonheurs. C'est très cliché ce que je veux dire. Mais là, tu as 3 combats à aller gagner. On s'en fout de ce qui s'est passé avant. On verra pour ce qui va se passer après. 3 matchs à aller gagner. Et après, tu verras. Le problème, c'est qu'ils ont fait toute la saison avec ces valeurs-là. Les valeurs de Sampaoli. Regarde où ça les mène. Pour l'instant, ils restent deuxième et ils sont en position de gagner une Coupe d'Europe. C'est pour ça que la question, elle est parfaite. C'est ce qu'ils peuvent tout perdre parce que la saison reste globalement positive. Alors, cette conférence Europa League permet à l'OM de faire un parcours, un top parcours. Tu vois, on a des souvenirs d'un stade Vélodrome avec peu de supporters, des jeudis soirs, ainsi de suite. Bon, dès que ça va un peu loin, la ferveur revient. On voit ce week-end, l'ambiance était fantastique. Bon, pas la fin, parce que... Mais ce qui est dingue, c'est que... T'avais les supporters qui fêtaient leur anniv, les sauce winners, là, je crois. Tout à fait, c'était les 35 ans, ouais. Ouais, tout à fait. Donc, sur le principe, en fait, il y a tout pour passer une fin de saison exceptionnelle. La question, c'est, est-ce qu'ils peuvent tout perdre? Ils peuvent clairement tout perdre. Je vous rappelle que Rennes, donc, est 3e, Monaco 4e, à 3 points d'écart, sachant que l'OM a une différence de but de 21, alors que Rennes est à 41. Ouais. Donc déjà, on peut dire, je mets des grands guillemets, mais que Rennes a 1 point de plus. Enfin, tu vois, en cas d'égalité, vous m'avez compris. On se projette sur le match contre Rennes, mais gros, on va faire un mauvais résultat contre Lorient, là. Derrière, t'es dans la mouise de malade. Tu te mets une pression de ouf. Et Erwan a raison de parler de certitude, c'est que, ok, il y a des joueurs de talent. Dimitri Payet, encore un joueur de talent. Sauf que devant et derrière, il se passe des dingueries de ouf. Défenseurs honteux, attaquants dramatiques. Oui, c'est vrai, t'as raison. Non, mais t'arrives dans les deux surfaces, c'était catastrophique sur les derniers matchs. Aux 2 extrémités du terrain, sur les gardiens, on met cette espèce de alternance, mais il n'y a pas de souci. Mais même ça, regarde le PSG. Même ça, je m'en fous, moi, ça revenait de ça. Même ça, je suis pas spécialement convaincu. Il a été bon, Mandanda, que tu as joué. Quand on voit Bakambu hier, Milik raté l'immanquable. Milik, donc tu vas attaquer, là, je te rejoins Polo, tu vas attaquer cette semaine. Enfin, c'est 2 semaines importantes avec des attaquants qui ont la tête à l'envers. Il y a que le meilleur, c'est Dieng, mais c'est sa première année pro. Donc c'est à ce mec-là qui a marqué déjà Feyenoord, à qui on va dire porte-nous pour aller gagner une Coupe d'Europe. Et qui a raté beaucoup à Feyenoord et qu'on a beaucoup critiqué cette semaine. C'est un gamin de c'est ça le problème. C'est ça le problème. Progresser, mais moi Milik, par contre, c'est pas un gamin. Et là, ce qu'il rate et tout, je me dis le mec il est à l'envers. Bakambu, ce qu'il rate hier, je me dis oh putain, t'es à l'envers. Et puis moi, le problème que je dis, on m'a souvent sorti des chiffres et c'est vrai que. Mais l'OM était pendant longtemps la meilleure défense de Ligue 1. Mais en fait. C'était longtemps, ça, non? Oui, mais pendant jusqu'à Noël. Jusqu'à Noël. En fait, pour moi, c'était un faux semblant. Pour moi, cette défense-là, et ça fait, j'en parlais avec mon frère ce matin, ça fait 2 ans, moi, que je trouve que les Caleta-Car, tout ça et tout, moi, j'ai toujours cette impression que l'OM, que dès que l'équipe adverse franchit le milieu de terrain, il y a danger. Et ce sentiment-là, il est insupportable. Et je vais même te dire que Caleta-Car, quand il sort à Feyenoord, qui met
et qui met Camara derrière, j'ai l'impression qu'on a un peu plus de sécurité. On a un mec technique qui peut gérer la profondeur, qui va un peu vite. Alors, c'est pas son poste. Mais je trouve que moi, les 4 derrière, Pérez, Caleta-Car, c'est trop compliqué. Ça met Saliba dans la merde, qui lui aussi n'a que 22 ans. Donc, en fait, moi, c'est défensivement, quand j'ai trop peur. Tu es dans une semaine importante, tu joues Feyenoord de match aller et Lyon, tu prends 6 buts dans la semaine. Tu prends 6 buts dans la semaine. Donc, tu vois, on est où dans l'état d'esprit? Et on en revient aussi à une chose, et là je vais te lancer Tom, puisque tu as vu le match, c'est que finalement, et ça me fait mal de le dire, mais est-ce que l'OM dans les grands matchs, hormis Paris cette année, est-ce que Paris le joue? On connaît les phénomènes, on le connaît. Mais est-ce que Marseille dans les grands matchs, cette année, ils ne sont pas passés un peu au travers? Et si clairement, en plus, je voulais aller dessus, c'est que dans les grands moments, ils sont passés à côté. Ils sont éliminés de l'Europa League contre Galatasaray. Là-bas, ils vont perdre 4-2. Le premier Olympico, ils le perdent. Ils perdent à Monaco il y a pas si longtemps. Ils perdent contre Nice en Coupe de France en quart de finale. Ils perdent 4-1. Donc, tu as cette impression que les grands moments, ils passent un peu à côté. Moi, Polo disait, est-ce que tu as besoin de certitude? Je crois que tu as besoin de certitude. Il le disait très bien. T'en auras pas en tout cas. Hein? T'en as peut-être besoin, mais t'en auras pas. Il faut trouver d'autres valeurs. On parle déjà de Rennes, mais Lorient, ils jouent leur maintien. Bah oui. Lorient, ils jouent leur maintien et ils vont pas laisser passer le match comme ça. Ils sont pas en vacances. Donc, aujourd'hui, tu as besoin de certitude. Le seul point positif, Erwan l'a dit, c'était la défense. Là, aujourd'hui, ils sont 4e défense. Mais hier, ce que tu vois à Lyon, c'est que dans la profondeur, c'est trop dur. Ils peuvent pas. Dès qu'il y a un mec qui court vite, ils peuvent tu pas peux rien défendre. faire. Voilà. Il y a un Feyenoord côté Voilà, droit, c'est ça. côté droit, mon gars, c'était... Dès qu'il y a un mec qui court vite, t'étais en danger. C'est un truc de ouf. Et Feyenoord, on le disait dans la preview, on sait qu'ils ont les mêmes problèmes défensifs. Par contre, ils vont te mettre 4 buts. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'à un moment, l'OM aussi avait plein d'occasions. Donc, si tu arrives avec la certitude d'être un peu plus solide, tu vas leur mettre des pions à Feyenoord. Donc, moi, je trouve que le problème, normalement, dans une équipe, c'est que tu as un point fort. Et c'est ce qu'on est en train de voir là, c'est que au vu du match d'hier et au vu du match contre Feyenoord, il n'y a plus de points forts. Mais attends, ça veut dire quoi? C'est un problème de management de la part de Sampaoli ou est-ce que c'est pas un problème d'un... Alors on sait que l'effectif a été complètement bouleversé l'été dernier. Ils ont dû faire aussi un petit peu avec les moyens du bord, même s'il y a de l'argent qui a été mis. Mais il fallait prendre du nombre, il fallait prendre de la qualité. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on ne connaissait pas il y a encore 6 mois, il y a surtout 1 an. Pour vous, c'est quoi le souci? Est-ce qu'on n'a peut-être pas surcoté aussi un petit peu cet effectif? Qu'est-ce que t'en dis, toi, Manu? Bah moi, je trouve qu'il y a eu des bonnes pioches, mais je trouve qu'il y a des garçons qui ont été aussi inconstants dans cette saison. Tu vois, par exemple, un Gerson, on découvre son potentiel depuis seulement quelques semaines. Mais on les connaît, les jeunes Brésiliens. Les Brésiliens, bien sûr. Il y a un peu d'oseille, un peu d'attente. Il a mis 6 mois, 6 mètres. C'est pas le premier, ce sera pas le dernier. Moi, je trouve qu'il est plutôt bon. Il finit bien. Mais ils ont une trajectoire que je préfère. Ils ont peut-être pas été bons en même temps, c'est ça que je voulais dire. Et après, par contre, il y a des mecs qu'on présente comme des tauliers. Tu as parlé de Caleta-Car tout à l'heure. Moi, pour le moment, il a la caravane en ce moment. Enfin, pas qu'en ce moment d'ailleurs. Il a toujours eu. Ça, c'est une certitude. Moi, en fait, j'ai pas envie d'être inquiet pour cet OM. J'ai pas envie de faire de la dramaturgie pour cet OM parce que, en fait, une saison réussie de l'OM, tu m'aurais posé la question au mois de juillet, au mois d'août. Et deuxième à 3 journées de la fin, et demi-finale de Coupe d'Europe, tout le monde signe, je pense que... C'est incroyable, bien sûr. Et quelque part, on n'a pas envie de leur mettre le feu parce que, alors je te dis pas qu'on a envie de les voir en Ligue des Champions, ça c'est chacun aura son opinion personnelle par rapport à son histoire avec le football. Ils seront encore mieux reversés en Europa League. Mais oui, c'est vrai que ça peut aller plus vite. Mais si tu veux, voilà, je trouve que ce qu'arrive à faire quand même Sampaoli, ce qu'arrive à faire aussi également le président Longoria, c'est assez exceptionnel. J'ai vu des mecs en progression, un mec comme Rongier que je t'ai entendu tailler pendant mais à juste titre. Mais j'en suis revenu. Mais attends, mais à juste titre, parce que quand il était mauvais, il fallait dire qu'il était mauvais. Là, dans un rôle très différent, je trouve assez exceptionnel. Et si tu veux, j'en viens à me dire, cet été, je me disais, waouh, il est beau le recrutement de l'OM. Et avec du recul, j'en viens à me dire, ils arrivent à faire une très belle saison. Avec pas 3 bouts de branche et parce qu'on n'est pas là quand même. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est pas le lot de tous nos clubs français qui compte. C'est-à-dire que oui, il y a des attentes, oui, il y a une grosse fanbase qui met de la pression sur des projets sportifs où il y a de l'argent, il y a des gros salaires et tout. Mais finalement, en fait, est-ce qu'on s'est pas mal habitué à espérer que les gars fassent 35 matchs de top niveau? En fait, c'est jamais arrivé ça. Ça. Les gars ont des bons moments, ont des creux, ont des moments de bas, ou des petites blessures, où le coach te fait confiance, là il te met pas sur le terrain, tu comprends pas pourquoi.
pourquoi. Je crois que c'est aussi le lot de nos équipes. Tu vois, quand je vois la saison Lyon, bon, qui est encore plus dramatique, même si... Il n'y a pas eu de bon moment. Hein. Il dit ça timidement. Non, mais c'est le lot des équipes. Tu vois, les équipes qui finissent bien. On se souvient de Monaco l'année dernière qui finit en tambour battant. En fait, c'est le lot de nos équipes. C'est quand il fait chaud. Voilà, on peut le dire. Non, mais voilà, c'est le lot aussi de nos équipes. Et c'est difficile à accepter, évidemment, que quand il y a un gars qui fait 5 matchs kata, tu vas lui tirer dessus. Mais là, on est exactement là-dedans. Donc, ils sont dans leur... C'est le paradoxe là de l'OM, c'est qu'ils sont dans ce que je souhaite, en fait, les supporters de l'OM. Et d'un autre côté, en fait, on les voit pas passer ni Feyenoord, voire tout craquer en Ligue 1. Feyenoord, j'ai quand même senti que c'est une équipe qui joue bien mieux au ballon et à domicile. Je pense que ça va passer, moi. Maintenant, je vais prendre notre ami One-Up-Man qui est content puisqu'on parle de l'OM, lui qui rêve qu'on parle de l'OM chaque semaine. Tu nous dis, il est intéressant ton commentaire, il n'y a pas oublié qu'on a joué 10 matchs en 28 jours. Mais justement, quand je parle de certitude, quand tu arrives à ces moments-là de l'année, la fatigue, quand tu as des moments de creux un petit peu, et ça s'entend, ben c'est un collectif, c'est un bloc, c'est là que tu peux t'appuyer sur un collectif. Moi, j'ai vu que cette équipe-là, quand elle est fatiguée, ben elle prend 6 buts en une semaine. En demi-finale de Coupe de France et dans un Olympico. Ben moi, ça m'emmerde. Et je trouve qu'on est toujours en train de trouver des excuses et tout. On encense des joueurs. Et ça, moi, aujourd'hui, la certitude que j'ai, moi, c'est qu'au milieu du terrain, il se passe pas mal de choses. J'ai aussi envie qu'on parle, et j'aimerais bien avoir votre avis, qu'on aille sur Sampaoli, qui a mis quelque chose en place, qui a mis une âme, un petit peu, mais qui, je trouve, tactiquement, est parfois beaucoup trop brouillon. Notamment encore contre Lyon hier, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas qui est là, pourquoi, comment. On est au mois de mai, c'est un match important, et je trouve qu'il est encore dans la recherche, dans le test de plein de choses et tout. Et quand je parle de certitude, ben, elles sont aussi tactiques. Et Sampaoli, alors c'est un peu les qualités de ses défauts, mais est-ce qu'on en a encore au mois de mai à vouloir tenter tactiquement des choses? Donc voilà, je vous interroge là-dessus. Moi, en fait, sur Sampaoli, t'as raison. Autant j'avais pas compris les critiques des supporters. Tu sais, à un moment donné, il y a 2 mois où il y avait eu un vent de révolte un petit peu. On demandait des comptes à Sampaoli. Je me disais, Lyon, on est un peu dur du côté de Marseille parce qu'on oublie un petit peu ce que le bonhomme a fait quand même depuis quelques mois. Moi, j'ai l'impression que Sampaoli aussi, il est dépendant de certains joueurs. Tu parlais du milieu de terrain. J'ai l'impression que si Guendouzi n'est pas là, c'est plus le même OM. On parlait de Saliba. Si Saliba a un coup de moins bien, c'est plus le même OM. Payet, même chose. Et quelque part, je pense que ça doit être très difficile aussi pour Sampaoli, de ne pas pouvoir, je sais pas moi, en fait, avoir le 11 type là. On sait qu'il aime beaucoup. En plus, renouveler la confiance. C'est pas tout à fait un adepte du turnover, même s'il est obligé par la force des choses avec le calendrier qui est face à lui. Mais moi, je te dis, j'ai l'impression que la faille de cette équipe, s'il y en a une, c'est pas tant du côté de l'entraîneur, c'est pas tant du côté du président, c'est plus un effectif qui nous paraît peut-être un petit peu plus beau qu'il ne l'est. Mais voilà, pour Sampaoli, je vous laisse dire, les gars. Moi, Sampaoli, j'ai jamais vraiment accroché. Hier, Lyon, tu connais très bien les faiblesses. C'est que les deux derrière, à part Loukeba est très très bon, mais t'as Boateng sur le terrain. Tu dois jouer dans la profondeur. Hier, moi, je comprends pas son système de jeu. Il joue avec Payet. Il y a qui devant? Il y a Milic qui est bon, ok, mais des gars qui courent vite à côté de lui. Je comprends pas. T'en as sur le banc Harit là, qui était plutôt bon récemment. Pourquoi tu le fais pas jouer dans un match comme ça? Moi, je comprends pas qu'il ne bouge pas ses plans. J'ai l'impression qu'il bouge ses plans seulement quand il y a des blessés, déjà. Et après, la méthode Sampaoli, moi, ça me fait penser un peu à Bielsa, c'est que j'ai l'impression qu'ils accusent le coup. Ça y est, les joueurs, ils accusent le coup. Quand je vois Under, c'est vrai qu'il a disparu. Il est extraordinaire, il est titulaire. Oui, mais après Under, quand t'as fait 3 fois la vidéo, que t'as compris qu'il revenait toujours à gauche, bon ben. Ouais, non, mais ça marchera toujours. Mais ça marchait pour Messi. Hier, il faut mais hier, il y a moins de jambes. Moi, je vois des joueurs qui ont moins de jambes. Et Guendouzi, qui est pas sur le terrain en plus, qui lui fait ce rôle d'essuie-glace. Hier, ça fait trop mal à Marseille. Donc moi, je pense qu'il y a une faiblesse tactique évidente et qui entraîne un coup de fatigue général. Et ils ont beaucoup joué. Et du coup, des choix à faire en termes de rotation. T'as raison. Et moi, je pense qu'il y a un écart de niveau entre certains joueurs dans cette équipe-là qui sont assez terribles. Et associé à ça, je parle de niveau intrinsèque, et associé à ça, des niveaux de confiance. Je pense aujourd'hui qu'Aleta Tchar, il est dans le match qu'il fait à Feyenoord, moi, vraiment, je trouve que c'est un joueur nul depuis le début. Donc, mais je l'ai toujours dit. Mais là, je pense que c'est même plus de savoir s'il est nul ou pas nul, c'est que là, il est ailleurs. Le match qu'il fait à Feyenoord, c'est un mec qui n'est plus dans la tête. Luan Pérez, à un moment donné, c'est très compliqué. Ce que rate Milik hier, Milik, on sait que sur le papier, c'est plutôt un joueur. Ce qui rate hier, c'est terrible. Bakambu, qui est arrivé, qui a plutôt été bon. Il y a des... Et quand je vois pourtant Payet qui continue à mettre des ballons, quand je vois Guendouzi qui continue à rayonner au milieu du terrain, Rongier qui fait une fin de saison incroyable avec un cœur. La deuxième mi-temps de Rongier à Feyenoord, bravo chef. Je trouve qu'il y a des écarts de niveau entre ces mecs-là, et je te rejoins peut-être sur cet effectif finalement, de se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on en pense? Bien, pas bien? Et on en revient à ce que je dis dès le départ,
quelle certitude on a, parce que finalement, tu peux, en demi-finale de Coupe d'Europe, donner un but comme Khaled Takar le fait. Tu peux rater un immanquable comme Milik le fait, parce que l'action, elle est bien amenée, tu marques, c'est plus le même match. Tu peux rater ce que Bakambu rate, mais c'est un tout. Un but derrière. Et prendre un but derrière, encore une fois, tu défends les deux buts, les 3 buts qu'on prend même, et comme ça, là, ça roupille derrière, tu vois. Donc, mais en même temps, cette équipe-là, elle est capable d'avoir un cœur, elle est capable de nous emmener. C'est une équipe qui marche à l'émotion. Et l'avantage avec l'OM, quand ça marche à l'émotion, c'est que ça peut vite aller dans un sens comme dans l'autre. Ça a été une semaine compliquée, mais rien n'empêche que la semaine qui arrive, elle peut être extraordinaire. Mais moi, je trouve qu'il y a un cache-plaisir sur l'OM, c'est que récemment, là, les matchs qu'ils gagnent, on dit toujours qu'il y a un sauveur. Gerson les sauve. Harit, il sort du chapeau, il les sauve. Moi, il n'y a pas un mec qui met tout le temps des buts. Milic, il met 7 buts cette saison. Ouais. Et quand je regardais les équipes... Il a raté les 3 premiers mois. Hein. Oui, mais il en met par contre en Coupe d'Europe. En Coupe d'Europe, il met des buts. Plus de buts que... Il met 7 buts en Ligue 1. Ouais, c'est ça. Il met contre Angers, contre... Moi, ce gars, il me manque un peu dans les moments importants. Et là, quand t'as pas de certitude, il te faut un renard des surfaces. Et ce qu'il rate là, contre Lyon, j'ai peur que lui aussi, ça lui trotte ça lui ressemble pas trop en plus. C'est censé en être un, quoi. C'est ça qui est étonnant. On en revient aux certitudes. J'ai envie de poser une question à un brin provoque. Est-ce qu'on a vraiment intérêt à ce que l'OM aille en Ligue des Champions après tout ce qu'on a dit aujourd'hui? Évidemment, alors moi je vais répondre, hein, mais évidemment que oui. Non, attends, je te dis même pour en tant que supporter de l'OM, c'est-à-dire. Tu es prêt à prendre la bulle encore? C'est pas ça, c'est que quand tu vois les manques qu'il y a dans cet effectif, tu te dis qu'un Saliba, ça sera difficile de le garder. Ça, sûr. Tu te dis qu'un Payet, sauf si il aura un Sauf si la Ligue des Champions. Moi, je suis d'accord avec Erwan. Moi, je pense que tu as un été pour bosser. Personne ne va dire non, de toute façon, à cette question. Si, ça peut dire si on y va pour se faire marcher dessus, parce qu'on sait déjà qu'on n'a pas d'argent pour retenir les mecs, qu'on n'aura pas les arguments pour retenir certains. Ok, mais je pense que tu restes Marseille. Que l'été, tu vas avoir tout un été pour bosser, que tu vas peut-être être attirant. Quand je vois Saliba, Guendouzi, que tu arrives à relancer, ça peut donner des idées à d'autres mecs qui sont peut-être en galère dans leur club. Donc, moi, j'irai toujours gagner des matchs, aller jouer le plus haut niveau possible. C'est toujours la meilleure chose qui puisse arriver à un club. T'as raison, et je pense que tout le monde doit espérer. Après, il y a un constat pur et simple, c'est que s'il n'y a pas énorme recrutement l'année prochaine, ils vont se faire rosser de malades. Là, c'est pas du tout l'équipe de Ligue des Champions qu'on est en train de voir. Personne à ce... Ah oui, d'accord. Non, mais c'est vrai que c'est du coup dans la question, elle est un peu plus profonde que juste on espère que pour le budget, pour les trucs. Là, en l'état, attends, mais là, Ligue des Champions, t'as ligne Khaled Takar et Edouard Pérez. Bon, effectivement, c'est plus la bulle, ils vont même pas des points, les mecs. Ça vous est déjà arrivé, Ronan? L'OM, on l'a dit, donc l'émotion pour moi. On sort d'une semaine catastrophique. C'est pas impossible et j'y crois. Dur comme fer, qu'on puisse vivre une semaine d'exception. La question, c'est est-ce qu'on a intérêt à ce qu'ils gagnent la conférence Europa League? Oui, ça oui. Ah bah non. Comment ça? Attends, moi, de toute façon, mon scénario rêvé, je vous l'explique tout de suite. Mon scénario rêvé. On va pas aller là-dessus sur ce débat quand même. Victoire. On va pas demander à ces deux victoires. Victoire 2-0 dans une ambiance exceptionnelle, je dis, mais vraiment, tu vois, je veux que les gars, ça s'arrache. Thomas, il a tenu 15 minutes. Lorient, match nul. Lorient qui se sauve, et toi. Rennes. On va pas finir ce débat en demandant à Thomas. J'ai dit que finale de Conférence League. Finale de Conférence League, et là. Le foot, ça existe depuis 100 ans. On a gagné 2 Coupes d'Europe. C'est vrai. Ramène à la maison. Ce que je veux dire, c'est que si l'OM va en finale et perd, comme ils en ont trop l'habitude depuis 20 ans de perdre avec la manière en finale, est-ce qu'on pourra enfin dire que l'OM est quand même un bon club de losers? Non. La culture... Ah non, on pourra pas dire ça. C'est sorti ici. Ah non, je garde ça pour Paris. Oui, mais attends. Lyon, c'est vrai que Lyon a la culture européenne, Paris n'a pas, ça y a pas de doute. C'est pas des losers, ça? Le débat de comptoir. Bravo messieurs pour ce très beau sujet bien sûr sur l'Olympique de Marseille. Donc on l'a dit, jeudi ça sera... Honnêtement, juste pour conclure là-dessus, tu vois, c'est vrai que tu parlais tout à l'heure du contenu et du résultat. Je vais pas te dire, hier dans le contenu, il y a des choses catastrophiques, tu l'as dit, dans les deux surfaces. Tu as quand même, aussi bien sur le match de Feyenoord que sur le match d'hier, tu peux te dire aussi qu'il y a des manquements graves, mais que le scénario aurait pu être aussi différent si... Ouais. Hier, tu peux gagner. Hein. Si tu mets bien sûr. Le penalty, si tu prends la main, enfin, l'aisselle du début de match, tu prends les deux occasions catastrophiques. On n'a toujours pas compris pourquoi il n'y avait pas péno. Je veux bien que ce soit la règle, j'ai toujours pas compris, moi. La main, c'est moi, un mec qui bronze dans une surface et qui fait main, ou un gars qui joue au volet, ça, c'est des mains, il n'y a rien à dire. Exactement. Bon, bref, après. Après, c'est vrai que vous faites voler aussi. Vous faites voler, ça va être Erwan. Contre Lyon, on n'est jamais arbitré quand même. Et puis, même contre Paris, vous n'étiez pas vernis. On n'est pas...
Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais c'est vrai, je vais dire. Attends, c'est exactement ce que je suis en train de dire. J'ai dit que contre Paris, si l'arbitrage était un peu plus. Bon, bref, ça sert à rien de. Après, c'est des faits de jeu, ça arrive, mais bon, ça fout bien la haine. Il n'empêche que t'as raison, mais que ça peut. Tu vois ce que je dis? C'est que hier, la prestation, elle est cata, mais tu marques. bien sûr. Mickey, dans la 9 fois sur 10, c'est la même faute, tu marques. C'est pas la meilleure équipe qui a gagné hier, c'est celle qui a marqué. Tu vois. Ils ont marqué. Bravo. C'est pour ça que je reste persuadé que cette équipe-là, après, ça reste la première année. Je voulais finir là-dessus. Ça reste la première année de Sampaoli, d'un coach, et au bout d'un moment, mettre des choses en place, ça prend du temps. Arrêtons de vouloir changer de coach tous les 6 mois, 1 an. C'est trop dur. Bon, en plus, quand tu as des clubs avec des moyens. En France, c'est important. Bien sûr. Pour lutter un peu dans des Coupes d'Europe, ça reste des moyens. Oh, t'as 150 millions, c'est un énorme budget de quoi on parle. Moi, tu mets un coach, attendez. on n'aime pas Sampaoli. Moi, je demande quand même avoir une deuxième année, voir les joueurs qui ont digéré le discours, qui se sont. Si on change chaque année de coach. C'est aussi pour ces clubs-là, c'est aussi se mettre une balle dans le pied. On avait beaucoup lu que Sampaoli était un très mauvais entraîneur dans la défaite. Dès qu'il y avait une série de défaites, il n'arrivait pas à retourner la situation. Je suis très curieux de voir si ça s'enlise un peu, vraiment si c'est un meneur d'hommes dans le vestiaire. Je suis très curieux parce que c'est bien de faire le fanfaron sur le banc de touche, mais ça a pu. Ça, par contre, tu vois, pour la critique de Sampaoli, je trouve que ça a pu porter préjudice par la nervosité que ce garçon a pu parfois porter préjudice à son équipe sur le terrain. Mais écoute, encore une fois, c'est cette semaine qu'on va juger la saison de l'OM. C'est cette semaine qu'on va voir si justement, cette saison tient toutes ses promesses et si même l'OM peut faire mieux que ce qu'on attendait en début de saison. Parce que pour le moment, c'est encore largement possible. C'est déjà quasiment le cas. Exactement. Deuxième aujourd'hui là et tout. T'as un match d'une finale de Coupe d'Europe. Non, mais il y a. Elle est où la finale? Bonne question. Ah, merde, je voulais pas. Je sais pas du tout une colle. Dites-moi, ça m'intéresse. Regardez, vous savez que ça fait. Elle est loin. Ah oui, elle est pas en Albanie. Sinon, un truc comme ça. Oui. C'est vraiment la Coupe d'Europe des BG, Des BG. Gros, je te rappelle que. Mais je sais. C'est vraiment l'Albanie, à Tirana. À Tirana, ouais. Tirana. Tirana, c'est au Mexique. Oui, non, c'est vrai. C'est à la frontière, oui, Je te rappelle on la connaît. Coupe des Coupes contre le Rapide de Vienne. Voilà. Est-ce qu'on la ramène tous les quarts d'heure, contrairement aux Marseillais? Moi, je vous dis, si Marseille gagne, on est tous dans la merde. Et je parle de tous là, au-delà du Olympique et tout, ils vont nous casser les couilles. Je vais te dire, j'étais ce week-end, je suis parti un petit peu en dehors de Paris, dans un pays étranger voisin. Je peux dire que quand tu es supporter du PSG ou que tu parles du PSG, tout le monde te casse les couilles et t'es ridicule et c'est une catastrophe. Red Star. Arrête de prendre la terre. Mais oui, mais si. C'est Versailles. C'est Versailles. Paris FC, Red Star. T'es obligé de sortir avec une couverture. C'est pénible. Stoïkov, on s'en souvient, il avançait plus. Et le colonne de Bebeto, pareil. Me dis pas que tu t'es même pas né qu'on les regardait les matchs, frérot. Attends, dans le stade, il a 20 000 personnes, gros. C'est génial, ça. C'est vraiment, ça c'est. Non, et pour le coup, ça fait une petite bombonera, tu vois. On a hâte Belle secrète en tout cas. On a hâte d'y être. Et les gars, on a parlé de l'OM, personne n'a parlé de l'Irola aujourd'hui. Si, Juan il a dit, non? Ah, t'en as parlé? Ah, c'est pas du tout, tu parlais. Il y a One qui me dit, il y a Max qui me dit, démonte Lirola. Moi, je sais juste qu'il a rien à faire là, ce garçon. Voilà, c'est tout. C'est bon. Voilà. C'était le mot de la fin, comme ça. Merci beaucoup. Le pied. Je sais même pas c'est quoi son poste, ce mec. Je connais son prénom. Oui. Son métier. Il a un très beau prénom. Voilà sa qualité. Sur les côtés, c'est compliqué. On n'a pas Colonesiac. Ouais, c'est Colonesiac. Ouais, tout à fait. Non, pas Colonesiac. Kolasinac. Merci. Exactement. Je sais pas si on dit hack. C'est compliqué. Le problème, c'est qu'on l'a pas vu jouer beaucoup ces dernières années. Dramatique contre lui. Et il a été à chaque fois dramatique lorsqu'on l'a vu jouer. Voilà le constat sur l'OM, les amis. N'oubliez pas de nous dire ce que vous en pensez, bien sûr, en commentaire de cette vidéo. Allez, on va se lancer le quiz. On a 22 minutes aujourd'hui. On a de quoi se régaler. Oui, plaisir. Quand on parle Olympique de Marseille, Paris ou Lyon, c'est génial parce qu'en fait, il y a plein de guéguerres internes, intestines également. Il y a beaucoup de jalousie en tout cas. Oui. On arrive toujours à tenir une dizaine de minutes et après ça part toujours en freestyle. C'est vrai que c'est très sérieux. Maintenant, le PSG a l'étoile aussi. Méfie-toi parce que c'est pour d'autres raisons. Donc, comment la comparer? Arrête. Sortez là aussi. Les gars, le quiz, on va commencer ce quiz avec les petites citations. Très rapidement, vous allez le voir. La première citation, elle était aujourd'hui dans l'équipe, elle m'a régalé. Écoutez bien, maintenant que j'ai un coach, ça me force à m'entraîner plus. Désormais, je passe plus de temps sur le court, je sors un peu moins et surtout, je bois un peu moins.
Benoît Paire, Il exactement. a gagné 2 matchs 1-0. pour se qualifier à Madrid. Et c'est quand même. Bien d'avoir attendu 39 ans pour s'en rendre Je compte. suis désolé les gars, ça va te paraître facile. Le tennis français, les déclarations, c'est tout le temps lunaire quand même. N'hésitez Je me pas à faire un peu de rappelle, média training, quoi. Non mais c'est fou. T'avais mon fils il y a 10 ans qui te disait j'ai besoin que mon coach soit mon meilleur ami pour avancer parce que je n'aime pas travailler. Et là maintenant t'as Benoît Paire qui te dit ça tombe bien, j'ai pris un coach, j'ai arrêté de boire. Et Alizé Cornet avec son coach qui pleurait tout le temps. Bref. Les gars, après, c'est un sport indiv et on ne connaît pas ce que c'est les Non sports mais t'as indiv. raison, c'est vrai. Mais Si vous aimez vivre dans les hôtels, faites du tennis, hein, à haut niveau. oui, Putain, les quel avions. Je suis célibataire depuis 5 ans, parce que c'est ce que c'est la solitude. Hein. J'ai cru que t'allais dire que c'est pour ça que tu vivais dans les hôtels, mais On ne vit pas, on vit pas. Pour faire le ménage, évidemment. Oh là là. C'est une forme de ménage. c'est une forme de ménage. Oh, ça va, oui. Aspirateur, on l'appelle. On va essayer de découvrir. J'ai oublié de préparer le petit visuel, mais commence bien. j'ai une déclaration. Non, tu vas voir, après ça sera mieux. Après, ça Tu sera n'avais mieux. pas la pression. De qui on parle? C'est quelqu'un qui parle de quelqu'un d'autre. J'ai eu le cœur brisé pour lui. C'est un ami de longue date. Il a été mon entraîneur pendant 3 ans. Boris C'est- Becker. Et Exactement. j'allais dire, on n'en a pas parlé aujourd'hui. Boris C'est vrai qu'on a- Becker. clairement, il avait son. Ouais. Boris Becker qui va en tôle, les gars. Mérité, vous êtes C'est Joko sérieux? qui l'a dit. Oui, oui. Hein Et pas le TikToker, C'est c'est Joko important. qui l'a dit, en effet. Il parlait de Boris Becker. C'est ça? Pas le TikToker, c'est important. Oui, pas non, le non, mais TikToker, l'autre. tu rigoles, mais en Le- France, il est plus connu, le TikToker. hein. bah, C'est important de. Oui, C'est bien la preuve qu'on n'est pas un pays de sport. Après, l'histoire est tellement dramatique. On parle quand même d'un mec qui était sous contrôle. Ouais. Et on était en train de fouiller dans ces trucs. Il a planqué 3 millions. Hein. Au moment. Vous savez qu'il y a un truc à ne pas faire avec, Oui, avec avec le le fisc. C'est qu'au moment où vous attrape, c'est de cacher son argent. C'est le Oui, moment de c'est dire trop non, tard. non, il n'y a rien. Ouais, ouais, Tu peux t'arranger, tu peux étaler. Négocier. Négocier, Négocier. bien sûr. Avec Noah, il paraît Négocier. il a gagné 7 millions en négociant sur tout ce qu'il devait. Il devait 20 millions, il Le paraît. problème, Hein. c'est qu'il avait mis les 3 millions dans le caleçon, donc ça se vient Donc il va aller en prison. Pas hein. sous les pieds, ah non, pas dans les pompes. Par contre, Combien pas. Putain. 2 ans et demi, et on imagine ans et qu'il va demi, faire au là. moins un an et demi. Hein. On parle d'un au 6 moins. mois de prison. Non, mais 6 mois. il a Putain, pris il a 2 2 mois ans, et demi. oui. Ah. Il a pris 2 ans et demi, pardon. voilà, 2 ça, ans et ouais. demi. 2 ans et Vous demi. vous rendez compte? Moi, j'ai pas souvenir d'un mec, d'un sportif aussi connu qui. Robinho fait de la prison, je crois, en ce moment. non Ah bon? Ah oui. Bah après, la Robinho carrière de Robinho, c'est pas celle de Boris Oui. Becker. Ouais, et puis au quand même. Brésil, ils Mais sont t'as raison, ils sont chauds. t'as raison. Romario, il a eu des problèmes. Ah oui, Romario, t'avais raison. Romario, il a eu des trucs un peu. Il y a même on dit ça, mais même, bon, c'était complètement con, mais Ronaldinho, c'était Oui, plus encore au Paraguay, ou je sais pas où, il avait fait passeport, passeport, là, une histoire dramatique, là, il avait fait en quelques mois, ouais. Ah, exactement. Relou quand même, hein. Il vit des gens, quoi. Drôle de vie, quand même. Boum, boum. Écoute, on est Boum, de et pas tout que cœur pour ses avec coups toi. droits, Et c'est pas ce que je veux dire. Les gars, petit quiz NBA. On s'est essayé à quelque chose aujourd'hui. On espère que ça va être bon. On va essayer de découvrir les meilleurs de chaque franchise. Tu sais, il y a 4 possibilités. Le plus grand marqueur de points, le plus grand distributeur de passes, le plus grand passeur, le plus grand rebondeur et le plus grand intercepteur. Allez, c'est bon, on est bon. On va essayer de découvrir, pas sur les franchises les plus connues, parce que sinon, je sais que vous allez forcément gagner. On va essayer de voir. On commence avec Le Gielbourg. ça sent le bourbier, les gars, vous le savez. Le meilleur marqueur de Wilkins, l'histoire. Wilkins. Exactement. Apparition. C'était à gauche que c'est sorti, bien sûr, en premier. On commence avec un Je lis facile. plus vite, c'est juste pour ça. Exactement. Le deuxième, le meilleur passeur de l'histoire des Kid, Mavericks. Jason Dirk Kidd. Nowitzki. Steve Nash. Alors attends, Steven. attends. J'ai dit Kid. On a dit Ici, Kid. vous avez dit quoi? Kid. Jason Kidd. Ici, vous avez dit Jason Kidd, pense et pas. vous, ici, vous avez dit... T'es allé sur Quoi Dirk, toi Barrea, il en a fait Non, faudrait qu'il reste. Moi, je pense que ça peut être Dirk, hein. beaucoup. Ouais, vas-y, Dirk. Vu 20 ans dans Ça le peut être truc, Nash alors. aussi. hein. Alors, Nowitzki est le plus grand marqueur de points, Oui. le plus grand rebondeur, mais Jason Kidd. Derek Harper est celui qui a donné le plus de passes Faut rester et qui a longtemps, quoi. pris le plus d'interceptions. Fini au Knicks, hein. Enfin, Ouais, il passe ouais. au Knicks, fait les finales. Exactement. Je sais pas. Là, j'apprends Casse tout. la les gueule gars. par Sam Cassel. Qui commente maintenant Comment qui tu commente regardes pour les Mavs, ouais. D'accord. D'accord. Le suivant, regardez. Ça peut vous plaire. Le meilleur marqueur de points de l'histoire Isaiah des Thomas Pistons. Isa Thomas, ouais, ça doit être ça. Je vais dire parce que je suis obligé de vérifier. Oui, Tu sais, c'est bah d'habitude, tu vois, c'est. Mais je pense que Ouais, oui. c'est Je pense que ça, c'est ça. ouais. Oui, t'as raison. Bravo. Oui. Bravo. C'était à ma droite. Il y C'était a moi qui ici. suis meilleur passeur aussi. Hein. Oui, sans Oui, aucun oui, doute. oui, il est meilleur passeur et meilleur marque-point. Il est même meilleur Marque-point, intercepteur. intercepteur. Ouais. Vous savez, j'ai le truc en anglais. Je suis très mauvais dans la traduction. Donc, tu nous Il est en anglais alors, hein. Voilà, Coureur, ça marche. Il est meilleur Steelers. Pas de NFL. Là, c'est du one man show. Je vais à Pittsburgh. Galazzo, Manu, il a dit. Voilà. Le suivant, on continue avec le meilleur intercepteur Curry. des Warriors. C'est bien Stephen Ah Curry. ouais, en ouais, effet. déjà. C'est bien Stephen Ça Curry. fait un petit moment maintenant qu'il est là. Exactement. C'est un ancien, ouais. Exactement. Un point de plus pour l'équipe de gauche. Enfin, à ma gauche. Le meilleur marqueur d'histoire des Wizards. Ouh, des Wizards. Ouais.
Elvin Hayes. Oui, bravo. bravo, parce que c'est pas tout jeune. Ouais, bravo. Je me regarde avec beaucoup d'admiration comme ça. Ouais, Elvin Hayes, très bien. Tu vois Cléo. C'est là que tu sais, tu vois qu'il y a moins. Il y a un gap, j'en ai jamais Comme au sein de l'effectif de l'OM, il y a un gap. Ouais, c'est Caleta Charge du Payet. Et il t'a manqué de respect. Mais regarde la suivante. Je manque de répartie fort. Mais rebondeur des Utah Jazz. Mark Eaton. Carmalone. Carmalone. Ah oui, il fait longtemps. Parce qu'il est resté très longtemps. Je vais me faire de bœuf. Moi, j'ai aimé le panache. Je crois qu'on en a encore pas quelques-uns. Et notamment celui-ci, le meilleur intercepteur Tony. des Spurs. Non, c'est pas Parker. Ginobili. Ginobili, en effet. Ah ouais. Ginobili. Bravo En effet. Emmanuel. Manu. Vous partagez le même prénom. Ouais, mais pas le même talent pour la balle orange. J'imagine, je te conseille, je te l'assure. Le suivant, c'est le meilleur passeur de l'histoire du net. Jason Kidd, ouais. C'est Jason Ouais, Kidd, tout Jason à fait. Ça va vite. Et le Kevin meilleur... Garnett. Oui, tout à fait. Intercepteur aussi, Garnett. Alors, tu sais ce qui est fou, et c'est pour ça que je l'ai mis, c'est parce qu'en fait, il est sur les 4 tableaux, c'est Ouais, le les meilleur. quatre, c'est lui. Ouais, Ouais, c'est Sur normal. les 4 tableaux, c'est le meilleur. Jeune franchise. Il a c'est pas le bon. maillot Bon passage. Le suivant, Maillot de retiré, il est pas. Toujours Si, pas si. encore Non, Alors ça, c'est Boston l'a fait un jour. C'est Pete Maravich. les Kings. Non, il a jamais joué aux Kings. Ah bon Chris Webber. Ah oui, il a jamais joué au Kings. Il est vraiment pas facile. Chris Webber, non, il est pas resté assez longtemps. C'est un mec à l'ancienne. Oh, attends, oui, oui. C'est un mec oui, à oui, l'ancienne. oui, oui, oui. Si je vous donne un prénom, Vas-y. ça peut vous aider? Un peu tôt, non Ah, je vas-y, comme vas-y, vous voulez. vas-y. Non, mais si vous voulez, on peut. C'est le meneur là. Nate Archibald. C'est pas Nate Archibald. Attends, Tiny Archibald. Tiny. c'est pas Oscar Robertson Il est là. Oscar Robertson, je sais, Il est là. à l'ancienne, bien joué. Il est là. Ouais, oui, c'est Bah vrai. si, non, mais tu Non, vois, mais c'est vrai, c'est vrai. Oscar Robertson. Bah, d'accord. Est-ce qu'on a un suivant, les amis? Je crois. Hein. Et super ce petit jeu là. On pourrait faire la même chose avec les clubs de foot. Hein. On peut même continuer. Les Tiens, buteurs si de tu clubs veux, de regarde, foot, parce que j'ai le tableau face aux yeux. Par exemple, le meilleur marqueur de l'histoire des Boston Larry Bird. Celtics. Larry Bird, ouais. Oh putain, merde, le tableau nickel. Alors attends, non, Ah, non, c'est non, trompé non, aussi. Bon, Havlicek. Mais t'as raison, normalement, ça devrait être ça. C'est pas Non, non. C'est Havlicek. C'est Moi, Havlicek. j'ai Havlicek. Non, mais y a pas de souci. On continue, on va s'amuser. Le meilleur passeur de l'histoire des Denver Nuggets. André Miller. Non. Non. Ah, c'est pas mal ça, André Miller. Ah, le mec, il a un nom bizarre, Tom. Wes Hansen. Fat Lever. Fat Lever. Fat Lever. Non, Fat Lever, c'est le meilleur intercepteur. Ah, de pas l'histoire. mal. Je vous donne un indice. Attends, vas-y. Son nom de famille pourrait être une langue. Esperanto. Non. Ah, English. Exactement. Alex English. Exactement. Il est là, notre ami. Il est là. Allez, un facile. Le meilleur marqueur de points des Indiana Pacers. Reggie Miller. Reggie Miller, Oui, ça ça, fait. c'est Tac. Allez, le meilleur rebondeur des Miami. Très difficile, je Du trouve. Miami Heat. Ouais. The Morning. Morning, ouais. Non. Ronnie Sekley. Non. Udonis Haslem. Exactement. Ah oui, Udonis Haslem. bien joué. Udonis Haslem. C'est super. vraiment. Qu'est-ce qu'on va Ah, pouvoir je se peux faire? Tiens, tiens, on continue Non, jusqu'à un peu ce soir. de temps. Qui suis-je hein Manu, on a un peu de t'inquiète temps. pas, On a un peu de temps. connais, hein, On parce en que fait un si on peut dernier. éviter de le faire au buzzer aujourd'hui. T'as raison. On en a un dernier. Le meilleur marqueur de points de l'histoire de la franchise du Portland Drexler. Blazers. Damien Lillard. Drexler, Non, exactement. C'est ici. Lillard doit pas être là. Il doit pas être loin, ouais. Ça, je peux pas te dire. Alors, nouveau petit jeu là pour continuer. Oui. On avait essayé la fois, tu sais, où un matin on est venu enregistrer, parce qu'on peut vous le raconter maintenant, on a fait une grande émission de quiz que je vous conseille d'aller re-regarder. C'était un matin, on avait essayé, tu sais, le ni oui ni non, qui avait été une catastrophe humaine. Vraiment un drame humain, tu vois, genre même l'ONU a porté plainte. Même l'ONU a Un porté plainte. casque bleu est entré sur le plateau. Exactement. T'es convoqué chez Frédéric Chiré pour donner des explications C'est exactement ça. à cette mascarade. Julien Lepers a fait un AVC en voyant ce jeu. Mais Donc voilà, pour ça qu'on n'a toujours pas été payé alors. c'est la raison. Ni oui ni non. Je vais vous écrire 2 prénoms de sportifs. Voilà, je vais vous écrire 2 prénoms de sportifs. J'arrive On va pas très commencer avec mauvais. l'équipe de gauche qui mène pour le moment. Et alors l'idée, puisque Oui. Ah oui. puisque le ni oui ni oui, puisque le ni oui ni non n'avait pas fonctionné, je me suis dit faisons entre guillemets une nouvelle règle, c'est-à-dire c'est que oui, que non. Ah oui, c'est mieux. Ok. Voilà, beaucoup Qui mieux. doit deviner dans votre équipe? Je vous laisse choisir. Je lui fais deviner. Tu lui fais deviner? Ok, bah tiens, prends cette feuille. Voilà le sportif que tu dois faire deviner à notre ami. Et donc moi J'ai qu'est-ce que je plus dois faire moi alors? Alors, Tu dois deviner. toi, tu dois poser des questions et lui, il doit te répondre que par oui ou que par non. Oh, c'est relou. Ah, D'accord. c'est très Ok. relou, mais on va rigoler. Je vais te dire des oui ou des non. Bon, Ok. Est-ce que c'est un sportif? oui, Est-ce que c'est un homme? oui. Est-ce qu'il est mort? Non. Est-ce qu'il est encore en activité? Non. Est-ce que c'est un sport collectif? Oui. Est-ce qu'il est Ah en non. équipe? Ah non, c'est Ah non, mais c'est pas- Ah ouais. Ah bah non. Ah, voilà, voilà. Là, c'est difficile de se tromper. Ah ouais, attends. Ah non, mais. Ah ouais, mais. Ah ouais, la vache. Attends, je regarde pas.
Ah, si, c'est un sport individuel. Ah, Oui, c'est un sport individuel, on est d'accord. Individuel. On a dit. Mais comment il peut y avoir un En fait, non, je t'explique. Attends, je vais te donner un dernier indice. c'est individuel. En fait, si tu as. En vrai, je regarde pas, mon pas, j'ai pas vu. Zéro. C'est pas grave. C'est un sport individuel. Ok, sport individuel. Est-ce que c'est un sport des JO? Oui. Il est toujours en activité, tu m'as dit. Non. Il est pas mort. Est-ce qu'il est français? Est-ce qu'il est dans les instances? Tu peux dire Non. ne sais pas. Non, tu peux dire oui. Non, ok. C'est un sport indiv, hein. C'est un sport sur l'eau? C'est un sport dans une salle? Tu sais qui c'est, vraiment? Oui, c'est un. Attendez, mais non. Attends, on sait pas qui c'est, gros. J'avais entendu, mais attendez. Bah ouais, non, mais là. C'est sur l'eau? Rapproche-toi du micro, s'il te plaît. Voilà, j'ai Je me rapproche. C'est sur l'eau? Et franchement, ça Il faut que je recommence du début, c'est ça? Non, c'est Dans mon idée de base, il est habillé à peu près pareil. Hein. Bon. Allez, vas-y. Oh. Alors, je dois recommencer où? Parce que là, je sais plus, gros. C'est bon, continue. Et c'est pas un sport d'eau. Non. C'est un sport de salle. Oui. Tu tiens une raquette? Non. Il y a un petit ballon? Non. J'ai eu un trou sur ça. C'est un sport indiv, hein? Ouais. Oui. De salle. Oui. On peut jouer dehors? Alors, je vais te Est-ce que ça. Attends! Est-ce que c'est un sport où on est sur un vélo? Non. En loi, Tu dis que c'est pas un sport d'eau? C'est pas un sport d'eau, mais. Là, t'as donné Il y a un le truc. big indice. De l'eau bien froide. Parfois, parfois tu peux. Attendez, les gars, attendez. Attendez, les gars, là-haut. C'est plus un jeu, là. Tu peux le faire en duo parfois. Non, mais attends, c'est que oui, que non. Vous devriez regarder dans le chat si quelqu'un là, parce que franchement, c'est. Non, là, franchement, là. Attends, je regarde dans le t'as chat vu si ça quelqu'un. Non, mais on va C'est un mec qui fait de l'apnée. Tu Un mec qui fait de l'apnée. Tu peux le faire dehors, mais pas en compétition. Oh non, attends. Attends, vas-y, attends. C'est que oui, que non, les gars. C'est que Mais là, oui, ils que sont non. perdus là, on est d'accord. Non, moi, je pense qu'ils ont Et surtout, on grave envie de jouer, mais là, c'est trop tard. Bon, alors, du coup, vas-y, non, franchement, c'est un gars connu de tous. Thomas, Oui. t'as fait bac S. Ouais. Donc, c'est pas un sport d'eau, mais. Il y en a qui l'ont dans le chat. Et ils ont le sport et ils l'ont dans le chat. C'est l'eau qui a changé de forme, tu vois. C'est de la glace. Ouais, mais Et ils sont à l'intérieur de la salle. Ils tournent comme ça. Non. Mais qu'est-ce que c'est ce Tu le sport? connais, toi, tu le connais. Mais n'hésite pas à poser d'autres questions parce que Ah ce oui, garçon est aussi C'est- connu il est- pour d'autres choses. Pas au JO. Il est connu. Ah, JO. C'est un médaillé d'or. Oui. Pas d'eau. Pas de On a dit que c'était dedans. J'ai un doute sur le fait qu'il soit médaillé. J'ai même un doute sur le fait qu'il soit médaillé. Est-ce qu'il a été médaillé avant 2000? On a un doute sur ça. Avant 2000. Non, mais médaillé. Non, ça. Ah, c'est après Je suis 2000. pas sûr que ça médaillé aux Jeux Olympiques. Voilà. Je vérifie. Non, non, il est pas médaillé. Attends, c'est un mec dans la classe qui joue en salle. Sur glace, ouais. Gros, je sais pas Tu du tout. joues pas ça. Tu peux. C'est du curling? Non. Non, il est pas médaillé. C'est artistique. Il est pas médaillé aux JO. Ah, c'est un homme. Je vous laisse 20 secondes, les gars. C'est un truc en couple. Non. Non, mais non, C'est notre ami, il est brun. Oui. Il est brun. Si, oh, je le connais, oui, je vois qui c'est. Ok. Est-ce qu'il a un prénom de beauf? Oui. Oui, mais je vois qui c'est. L'imprimante de notre gars du Jordan. Oh, pardon. Brian Joubert. Ouais. Oh, là, Je vais pas te gros, c'est mentir. pas un sport d'eau. C'est en salle et tout. Vous aurez pas le point, les gars. Brian Joubert. Il a un peu longtemps, on s'excuse pour tous les bras. On s'excuse. on Et s'excuse. merci aussi d'avoir mis ça au milieu parce qu'on peut pas le chercher. Ouais, C'est relou. j'irai tout seul. Oh, Brian Joubert, c'est Ah, bravo, Tom. On va faire un plongeur. Jamais revenu dans l'émission, quoi. Enfin, Mais pourquoi tu lui mets des trucs comme ça? C'est trop dur pour lui. À nous. Eh, vous savez ouais, que si j'avais dû faire trouver à Tom Brian Joubert, il aurait jamais trouvé Brian Joubert. un rugbyman. Mais moi, je pensais que Vas-y, c'est quoi, tu je te pouvais fais poser des questions de genre est-ce que c'est un grand loser? Est-ce qu'il était là dans les années 2000? Tu vois, et Mais c'est un super jeu Voilà. qu'il faut retravailler. J'ai envie d'en Qui découvrir. fait deviner? Toi, tu fais deviner? J'adore ce jeu, les mecs. Allez, on y va. On va avoir du temps par contre. Allez, vas-y. Est-ce que c'est une femme? Non. Est-ce que. C'est quoi la première question? Est-ce que Ah, c'est une femme. Est-ce que c'est Hélène Ouais, MacArthur? C'est pas une femme. Ah, ouais, d'accord. Ok, pardon. Il a lâché un blast direct. Est-ce que c'est un sport collectif? Non. Est-ce que c'est un sport de salle? Ça peut. Un sport individuel? Oui. Est-ce que c'est un tennisman? Tout à fait. Est-ce que c'est un Français? Oui. Est-ce que c'est un Français en activité? Non. Est-ce que c'est Cédric Pioline? Non. Est-ce que c'est Yannick Noah? Non. Est-ce que c'est Henri Lecomte? Non. On a droit à combien de noms là? Oui, Attends, c'est ce que je suis en train de me dire. Il y a une règle. D'autres questions, d'autres questions, d'autres Il y a une questions. règle qui est en- D'autres questions. Ouais, ouais, La ouais. première réponse que je t'ai donnée. L'arbitre intervient et demande que tu poses d'autres questions que des noms. Réfléchis bien à la première réponse que je t'ai donnée. J'espère que c'est pas la personne. Hein. Ça m'aurait- Je pose d'autres questions pour lui. Est-ce qu'il est plus en activité, un tennisman français? Mhm. Est-ce qu'il a joué dans les années 90?
Oui. Guy Forget? Non. Disons qu'il vous en reste une seule proposition, les gars. Ouais, parce que là, Question. Est-ce que son nom de famille commence par un C? Non. C'est pas un Clément. C'est pas un Clément. Ça se prononce pareil. Attends. Et qu'est-ce qu'il aurait pu gagner? Est-ce qu'il joue en double? Vas-y, Polo, vas-y. Est-ce que son nom de famille commence par un S? Oui. Est-ce que c'est Fabrice Santoro? c'est Fabrice Santoro. C'est Fabrice La question, c'est le truc, c'était est-ce qu'il serve fort? Non. Donc, hein. Est-ce que c'est un spécialiste du 7 Ça m'aide pas. Il est super ce jeu. Les gars, voilà. Il va falloir par On contre va mettre. retravailler, Voilà. ce sera 2 propositions grand Voilà. max. Ah, ok, ouais. Comme ça, voilà. Non. Bon, bah voilà, on a gagné. Si on se faisait un petit. Oui, j'ai joué avec. J'ai joué avec. Mais pas de question, j'irai 6 minutes. Parle large. T'inquiète, Il faut 3 minutes pour le qui suis. Ouais, qui suis-je? Il nous faut 3 Brian minutes. Joubert, pas bravo Tom, hein, on s'en souvient. Je suis désolé, je m'excuse. Ce célèbre rugbyman. Est-ce que c'est un Et après, gymnaste. sport individuel? Non, ah ouais d'accord. Là, j'ai eu un doute. Quand on dit le sport d'eau, pas d'eau, en gros, en salle, ah ouais. De l'eau fraîche, j'ai dit de l'eau fraîche. Et comme vous avez dit en salle et tout, je pense au trophée Andros, pour te dire comme j'étais loin, avec la glace. On cherche un joueur, les C'est pas gars. en salle le trophée Andros. On cherche un joueur qui a joué dans plusieurs clubs. Et dans la liste des joueurs que je vais vous dire, il y a aussi ceux qu'il a côtoyés en sélection. Oh, c'est trop dur ça. Mais non, comme ça, tu vas voir. Mais non, mais comme ça, tu vas voir, ça va aller plus vite. Claude Makelele, Franck Lampard, Les Français. Rigobert Song, John Terry, Samuel Eto'o, Raoul, Calou. non, Ah non, Joko. rien, pardon. Roberto Carlos, Steve Panaman. non, mais c'est la même époque. William Gallas, Joseph Désiré Job, non, Mais non, mais. Damian Duff, Carlos Kameni, Didier Drogba, Iker Casillas, Guti, Essien. non, Mais J'ai non. pensé à Essien, je l'ai pas dit parce que Et t'avais il est gagnant le mec. Fernando Morientes, Il y a quoi des. Eidur Gudjohnsen, Wayne Bridge, ça on s'en fout, Ricardo Carvalho, Charlie Tange? Mais non, mais Mais non, il est sénégalais, pardon, Non. putain, pardon. Steve McManaman, Putain. il a joué avec Steve McManaman d'ailleurs, Fernando Hierro, Salomon Olembe, Michael Essien, il a joué avec Michael Essien, Pierre Womé, Oh, mais attends. Jean de Bourgogne. Jérémy. C'est Jérémy. Ah, J'étais à l'ouest, j'avais oublié qu'il y avait plusieurs clubs. Je pensais que celui qui est espagnol, mais en fait, j'avais joué au Real. Putain. Bah oui. Mais oui, mais. C'est Ah Jérémy. non, c'est ma faute, excuse-moi. À un moment donné, j'étais sur les mecs de Chelsea, mais j'avais oublié qu'ils pouvaient jouer dans plusieurs clubs. Bon, on va essayer de se tenter le qui suis-je, les gars. Comment ça, on va essayer? Mais non, mais c'est toujours un traumatisme. Mais non, allez. C'est une blague, Quoi les qu'il gars. arrive, tu nous C'est une régales. blague. C'est une blague. Manolo, tu te régales. Je suis un sportif né le 15 août 1976 à Maastricht, comme disent les vieux politiciens français. Votez non, hein. Mon surnom est également un plat bien connu du côté de l'Italie. J'ai commencé ma carrière professionnelle en 1994 dans mon pays, en Hollande, Pays-Bas. Je vais visiter plusieurs pays à travers cette carrière. Je vais faire un passage en Espagne, un passage un petit peu plus long du côté d'Angleterre, petit passage par la France, dans le sud de la France, avant de terminer du côté d'Angleterre. J'ai été joueur. Aujourd'hui, je suis également entraîneur. J'ai été adjoint. Je suis plutôt un garçon, on va dire, de staff. Ouais, c'est comme ça qu'on me voit. Je suis aussi connu, à côté de ma carrière de sportif, pour les conquêtes. Zenden. Oh oui, il est bon. Ah, Bolo Zenden. Bolo Zenden. Bravo. Je suis très content. Bravo. Ouais, bravo, Bolo Je sais que tu Zenden. veux. Zenden, on y est là. Voilà les gars. Godwin Bon, on a Zenden, du sud de la terminé. France. On a terminé. T'es sûr? Vraiment, Brian Joubert, je veux bien l'avoir, mais après, Manolo, je pense même qu'on a le temps pour un deuxième. C'est un Si sport on pousse le collectif. vice. Si tu Si on veux, pousse ouais, le- si on tu veux. pousse le vice un peu. Ah ben alors, tu sais quoi? tu sais, bien finir, c'est Non, mais aussi tu savoir sais- ne pas en oui, rajouter. c'est vrai. hein, je- Mais tu sais, Ouais, mais Max, moi je viens de perdre, donc j'ai pas envie tu de sais- pas Non, rester tu vas là-dessus. te faire rosser, Polo. tu sais, Max, C'est une Française qui joue au rugby. Max au bureau m'en a proposé un tout à l'heure. Ah, Et on va lui rendre hommage à notre ami Max, Bah oui, rend lui hommage à Max. qui a une très bonne culture football. Zenden qui s'était Très énervé vautré. contre Paul Lirola. Très énervé. Vraiment pas Faut se calmer. Après, il est encore jeune, il sait que le foot, faut arriver à s'en séparer à un moment donné. Ça fait Vous trop vous souvenez mal. de la Il va célébration apprendre. de Zenden contre Il le va- PSG? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, sur le J'avais truc un orange. seum, Exactement. orange. Très belle victoire. Exactement. Très belle victoire. Je suis un joueur de football né le 9 avril 1979. Oui. J'ai beau être né le 9 avril 1979, ça fait de moi quelqu'un qui a 43 ans aujourd'hui, ma carrière n'est toujours pas terminée. En effet, je joue du côté de Cluse, Sionzier, club de DH apparemment.
C'est où? En France, Mon éternel numéro a été le numéro 6 que j'ai longtemps porté. Je suis passé par Valence, je suis passé par Montpellier. Non. Pardon. Oui, Valence en France, excuse-moi, j'ai oublié de le préciser. Je n'étais pas obligé de le savoir. Hein. C'est vrai, t'as raison. Valence, Montpellier, le Stade Rennais, Monaco, le PAOK Salonique. Olivier Sorlin. Oh, Allez, c'est pour moi aujourd'hui. Je vous démontre mon c'est enculé. dur de jouer. Allez. Bravo, je pense que c'est une victoire, on peut le dire. T'en veux un troisième, mon Polo? Bravo les gars, merci pour cette super émission. En tout cas, on s'est régalé. Aujourd'hui, Je crois que je préfère perdre contre Feyenoord que contre un mec qui trouve Olivier Sorlin. restez bien sûr à l'écoute la semaine prochaine. J'espère qu'on parlera de la très belle qualification, bien sûr, de Monaco, de la très belle qualification de l'Olympique de Marseille. Il le mérite, la France le mérite. House of Sport aussi. On revient lundi prochain. En attendant, c'est le before du récap. Régalez-vous tout au long de la semaine sur le stream. Merci les gars. Bon courage pour cette belle semaine qui vous attend. Roulip, c'est demain. Oui, demain, il est Bretagne ce soir, 22h. Exactement. 22h. Oh là là. Pas de la NBA à fond là. Oh là là. Ah ouais, magnifique. Sérieux. Soyez connectés. Et Roulip Giro demain à 18h. Ça va. À 18h demain sur la chaîne First Team Sport. À 18h demain sur la chaîne First Team Sport. On me dit que le stream a Une coupé. preview complète du Giro, complète.